Elle n'avait que 12 ans, et une vie marquée par les privations, mais possédait une valeur inestimable, l'honnêteté. En rendant un portefeuille rempli d'argent, sans hésiter, elle déclencha une réaction qui allait tout changer. Sans le savoir, ce simple geste l'amènerait directement à la rencontre de son passé oublié. Si cette belle histoire de dépassement et d'amour vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez, en continuant. Elle n'avait que 12 ans, mais Manon Legrand portait déjà le poids de la pauvreté sur ses frêles épaules. Dans le quartier populaire de Montmartre, loin des cartes postales touristiques et des cafés branchés, se trouvait un immeuble défraîchi où la jeune fille vivait avec ses parents adoptifs, Thomas et Élise Legrand. Chaque matin, Manon se réveillait au son des klaxons parisiens et des conversations animées qui montaient de la rue étroite. Leur appartement était petit, avec des murs aux couleurs passées et des meubles usés, mais propres et entretenus avec soin. Thomas travaillait, comme ouvrier dans une imprimerie, tandis qu'Élise enchaînait les ménages dans les quartiers chics de la capitale. Malgré leurs efforts constants, les fins de mois restaient difficiles. Les factures s'empilaient sur la table de la cuisine et les repas étaient soigneusement calculés pour durer jusqu'au prochain salaire. Pourtant, au milieu de cette précarité, Manon avait quelque chose que beaucoup d'enfants plus fortunés n'avaient pas, des principes solides. Sa grand-mère paternelle, Madeleine, une femme au visage buriné par les années et à la sagesse infinie, lui avait inculqué dès son plus jeune âge que l'honnêteté était le plus précieux des trésors. L'argent peut disparaître en un instant. « Ma petite », répétait souvent Madeleine en préparant des crêpes dans la cuisine minuscule, « mais ta parole, ton honneur, c'est ce qui te définit pour toujours. » Ce matin-là, en se préparant pour l'école, Manon observait sa mère repasser soigneusement son uniforme scolaire élimé. Les coutures avaient été reprises plusieurs fois et les manches commençaient à être trop courtes, mais c'était tout ce qu'ils avaient. « Maman, est-ce que je pourrais avoir un nouveau cahier ?»« Celui de mathématiques est presque plein, » demanda timidement Manon. Élise soupira, passant une main fatiguée sur son front. « On verra ça ce week-end, ma chérie. Peut-être que ton père aura quelques heures supplémentaires cette semaine. » Manon hocha la tête sans insister. Elle connaissait la situation. À 12 ans, elle comprenait déjà les sacrifices que ses parents faisaient quotidiennement. Elle prit son petit déjeuner en silence, un bol de chocolat chaud et une tartine de confiture préparée avec amour par sa mère. En quittant l'appartement, elle croisa Madame Moreau, une voisine âgée qui vivait seule au premier étage. « Bonjour. Manon, tu vas à l'école ?» demanda la vieille dame avec un sourire édenté. « Oui, Madame Moreau. Vous avez besoin de quelque chose au passage ? Oh, tu es un ange. Si tu pouvais poster cette lettre pour moi en rentrant ce soir ?» Elle lui tendit une enveloppe et un timbre. « Bien sûr, » répondit Manon, en glissant l'enveloppe dans son cartable. Ces petits services rendus aux voisins faisaient partie de son quotidien. Dans cet immeuble, tout le monde s'entraidait, c'était une nécessité autant qu'une philosophie de vie. Le collège Jean Moulin, où Manon était scolarisée, se trouvait à 20 minutes à pied. C'était un établissement public comme tant d'autres, avec ses problèmes de budget, ses classes surchargées et ses professeurs dévoués mais épuisés. Manon y était une élève discrète mais brillante. Ses cahiers étaient tenus avec une méticulosité presque obsessionnelle, comme si l'ordre sur le papier pouvait compenser le chaos financier qui régnait à la maison. « Manon, attends-moi !» cria une voix derrière elle alors qu'elle traversait la cour. C'était Chloé, sa meilleure amie depuis la maternelle. Contrairement à Manon, Chloé était exubérante, parlait fort et riait plus fort encore. Ses parents tenaient une petite boulangerie dans le quartier, ce qui n'en faisait pas une famille riche, mais suffisamment à l'aise pour que Chloé ait toujours des vêtements neufs et les derniers gadgets à la mode. « Tu as entendu la nouvelle ?» demanda Chloé, les yeux brillants d'excitation. « Notre classe va faire une sortie au musée d'Orsay la semaine prochaine. Et le mieux, c'est que c'est gratuit. Tout est sponsorisé par je ne sais quelle fondation. » Le cœur de Manon fit un bond. Les sorties scolaires étaient rares, et souvent elle devait rester à l'école pendant que ses camarades partaient, ses parents ne pouvant pas payer sa participation. « C'est vrai ? Complètement gratuit ? » ?»« Oui, même le déjeuner est inclus. On va prendre le métro et tout. » Pour la première fois depuis longtemps, Manon sentit une vague d'excitation la submerger. Le musée d'Orsay. Elle en avait tant entendu parler mais n'y avait jamais mis les pieds. L'art était l'une de ses passions secrètes.
Dans sa chambre, elle gardait précieusement un carnet de croquis où elle dessinait quand personne ne la regardait. La journée se déroula comme d'habitude, entre cours de français, mathématiques et histoire. Pendant la pause déjeuner, Manon s'installa dans un coin de la cantine avec son repas apporté de la maison, un sandwich au jambon et une pomme, tandis que Chloé et d'autres camarades faisaient la queue pour le menu du jour. « Mademoiselle Legrand ?» l'interpella Madame Bertrand, sa professeure de français, en s'approchant de sa table. « J'ai corrigé votre rédaction sur mon héros préféré. C'est excellent, vraiment touchant. » Elle lui tendit une copie marquée d'un 19-20 en rouge. Manon avait écrit sur sa grand-mère Madeleine, décrivant comment elle avait survécu à la guerre, élevé seule ses enfants après la disparition précoce de son mari, et jamais perdu sa dignité, ni son sens de l'humour. « Merci, madame, » murmura Manon, les joues rosies par le compliment. « Vous avez un vrai talent pour l'écriture. Vous devriez le cultiver. » Après les cours, Manon prit le chemin du retour, mais au lieu de rentrer directement chez elle, elle fit un détour par le centre de Paris. Ce n'était pas son habitude, mais aujourd'hui, elle voulait repérer le trajet jusqu'au musée d'Orsay pour être prête le jour de la sortie. En marchant le long de la Seine, Manon fut saisie par le contraste saisissant entre son quartier et le Paris des cartes postales. Ici, tout semblait plus propre, plus beau, plus riche. Les immeubles haussmanniens se dressaient fièrement, les vitrines des boutiques de luxe scintillaient, et les gens marchaient d'un pas assuré, comme si le monde leur appartenait. Elle s'arrêta devant la vitrine d'une librairie qui exposait de magnifiques livres d'art. Ses yeux s'attardèrent sur un ouvrage consacré à Monet, son peintre préféré. 65 €, indiquait l'étiquette. Un montant astronomique pour elle, presque le budget alimentaire d'une semaine pour sa famille. En poursuivant son chemin, elle arriva près d'une terrasse de café élégante où des hommes en costume et des femmes aux bijoux étincelants sirotaient des boissons colorées. C'est là qu'elle le vit pour la première fois. Un homme grand, la cinquantaine élégante, aux cheveux poivre et sel et au costume impeccable. Il parlait avec animation au téléphone, jonglant entre plusieurs sacs de shopping de marques prestigieuses et une mallette en cuir. Il semblait appartenir naturellement à ce monde de luxe et d'opulence, comme si chaque pavé de ce quartier avait été posé spécialement pour accueillir ses pas assurés. Manon l'observait, fascinée par cette assurance tranquille, quand, soudain, dans un mouvement brusque pour attraper son téléphone qui sonnait à nouveau, l'homme laissa tomber quelque chose. Un portefeuille. Un épais portefeuille en cuir noir qui atterrit silencieusement sur le trottoir. L'homme ne remarqua rien et s'éloigna d'un pas pressé, toujours absorbé par sa conversation téléphonique. Manon resta figée. Autour d'elle, les passants continuaient leur route, indifférents. Personne d'autre n'avait remarqué l'incident, ou peut-être que personne ne voulait le remarquer. Son cœur se mit à battre la chamade. Elle s'approcha lentement et ramassa le portefeuille. Il était lourd, comme chargé de secrets et de possibilités. D'une main tremblante, elle l'entr'ouvrit légèrement. Des cartes de crédit dorées, des cartes de visite et surtout une liasse épaisse de billets de 50 et 100 €. Le temps sembla s'arrêter. Dans sa tête, les paroles de sa grand-mère résonnaient « L'honnêteté est ton plus grand trésor ». Mais une autre voix, plus insidieuse, lui chuchotait les possibilités que cet argent représentait. Des cahiers neufs, un manteau pour l'hiver prochain, peut-être même ce livre sur Monet qu'elle avait admiré quelques minutes plus tôt. L'homme s'éloignait de plus en plus. Bientôt, il disparaîtrait au coin de la rue. Manon serra le portefeuille contre sa poitrine. Elle prit une profonde inspiration, et elle se mit à courir. « Monsieur, monsieur, attendez !» La voix de Manon se perdait dans le brouhaha parisien. Ses jambes, propulsées par un élan d'honnêteté plus fort que la tentation, la portaient à travers la foule. Elle bousculait des passants, recevait des regards agacés, mais ne ralentissait pas. Le portefeuille serré contre sa poitrine battait au rythme de son cœur affolé. L'homme au costume impeccable venait de s'arrêter devant une berline noire aux vitres teintées, la main sur la poignée de la portière. Une seconde de plus, et il aurait disparu. « Monsieur !» cria Manon une dernière fois à bout de souffle. Cette fois, il l'entendit. Il se retourna, sourcils froncés, le téléphone toujours collé à l'oreille. « Je vous rappelle, » dit-il à son interlocuteur avant de raccrocher. Son regard passa de l'irritation à la surprise en découvrant l'origine de cette interruption. Une fillette en uniforme scolaire usé, les joues rougies par l'effort,
les cheveux châtains en bataille. « Vous avez fait tomber ceci », haleta Manon en lui tendant le portefeuille. L'homme resta interdit quelques secondes, comme si son cerveau peinait à comprendre ce qui se passait. Il tâta machinalement la poche intérieure de sa veste, réalisant seulement à cet instant qu'il avait perdu quelque chose d'important. « Mon portefeuille », murmura-t-il en le prenant délicatement des mains de Manon. Il l'ouvrit, vérifia rapidement son contenu. Tout était là, argent, cartes, documents. Ses yeux gris, jusque-là froids et distants, s'adoucirent. Hyde observa attentivement la jeune fille devant lui, cet enfant des quartiers populaires qui venait de lui faire la leçon sans le savoir. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il d'une voix où perçait une curiosité sincère. « Manon. Manon Legrand, monsieur. Manon Legrand, répéta-t-il lentement, comme pour savourer chaque syllabe. Je m'appelle Antoine Valmont, et tu viens de me sauver d'une journée cauchemardesque. » Il fouilla dans son portefeuille et en sortit un billet de 50 € qu'il tendit à la jeune fille. « Pour te remercier, expliqua-t-il devant son hésitation. Manon regarda le billet avec envie. 50 €, presque un quart du budget alimentaire mensuel de sa famille. Mais quelque chose la retint. « Non merci, monsieur. Je n'ai pas fait ça pour de l'argent. » Antoine Valmont parut décontenancé. Dans son monde, tout avait un prix, tout pouvait s'acheter. Il rangea lentement le billet, intrigué par ce refus. « Alors pourquoi l'as-tu fait ?» La question prit Manon au dépourvu. Pourquoi, en effet? La réponse lui parut soudain évidente. Parce que c'était la chose juste à faire, monsieur. Ma grand-mère dit toujours que l'honnêteté est notre plus grand trésor. Un sourire inattendu illumina le visage d'Antoine Valmont, transformant ses traits austères en quelque chose de presque chaleureux. Ta grand-mère est une femme sage. Il jeta un coup d'œil à sa montre de luxe. Écoute, j'ai un rendez-vous important, mais j'aimerais te remercier correctement. Accepterais-tu que je te raccompagne chez toi? J'aimerais rencontrer tes parents. Manon hésita. Sa mère lui avait toujours dit de se méfier des inconnus, même ceux en costume de grand couturier. Mais il y avait quelque chose dans le regard de cet homme, une sincérité qui la mit en confiance. D'accord, acquiesça-t-elle finalement. Mais je dois d'abord poster une lettre pour ma voisine. Antoine Valmont sourit à nouveau, amusé par ce sens du devoir. Il fit signe à son chauffeur qui attendait patiemment au volant de la berline. Jean, nous allons faire un détour. Trajet en voiture de luxe fut une expérience surréaliste pour Manon. Les sièges en cuir souple, l'odeur de neuf, le silence feutré qui contrastait avec le vacarme habituel du métro. Elle donna timidement l'adresse de sa voisine, Madame Moreau, et bientôt ils s'arrêtèrent devant une boîte postale. « C'est pour qui cette lettre ?» demanda Antoine, en observant Manon glisser l'enveloppe dans la fente. « Pour ma voisine, Madame Moreau. Elle a 86 ans et ne peut plus sortir beaucoup. Je l'aide avec ses courses et son courrier. » Cette simple phrase sembla toucher Antoine plus qu'il ne voulut le montrer. Il détourna le regard vers la fenêtre, perdu dans ses pensées. Lorsqu'ils arrivèrent dans le quartier populaire de Montmartre, loin des rues élégantes du centre, Jean le chauffeur ne put cacher sa surprise. Antoine, lui, observait les alentours avec une curiosité teintée de quelque chose qui ressemblait presque à de la nostalgie. « C'est ici », indiqua Manon devant un immeuble défraîchi dont la façade aurait urgemment besoin d'un ravalement. Pendant qu'il montait les 4 étages à pied, l'ascenseur était en panne depuis des mois, Antoine remarqua la propreté méticuleuse des parties communes malgré leur vétusté. Ici, la dignité résistait à la pauvreté. Élise Legrand ouvrit la porte, son visage fatigué s'illuminant à la vue de sa fille avant de se figer en apercevant l'homme en costume qui l'accompagnait. « Maman, je te présente Monsieur Valmont. Il voulait te rencontrer parce que j'ai retrouvé son portefeuille. » Élise lança un regard interrogateur à sa fille, puis à l'étranger élégant qui semblait étrangement mal à l'aise dans ce couloir étroit. « Entrez, je vous en prie, » dit-elle finalement, l'hospitalité l'emportant sur la méfiance. L'appartement était petit mais impeccablement tenu. Des livres usés s'entassaient sur des étagères bricolées, des plantes vertes égayaient le rebord des fenêtres, et sur les murs, quelques reproductions de tableaux impressionnistes apportaient une touche de couleur. Antoine Valmont s'assit sur le canapé défraîchi qu'on lui désigna,
refusant poliment le café qu'Élise lui proposa. « Madame Legrand, votre fille a fait preuve aujourd'hui d'une honnêteté rare, commença-t-il. Mon portefeuille contenait non seulement une somme importante, mais aussi des documents confidentiels. Elle aurait pu simplement le garder, ou prendre l'argent et jeter le reste. Au lieu de cela, elle a couru après moi pour me le rendre intact. » Élise sourit, une fierté évidente illuminant son visage fatigué. « Manon a toujours été comme ça. Elle tient ça de sa grand-mère, ma belle-mère, une femme extraordinaire. » Antoine hocha la tête, son regard s'attardant sur les reproductions au mur. « Vous aimez l'impressionnisme » demanda-t-il surpris. « Oh, ce sont des cartes postales que nous collectionnons, » expliqua Élise. « Manon adore l'art. Elle dessine elle-même, vous savez. »« Maman » protesta doucement Manon, gênée. Antoine sembla soudain ailleurs, son regard fixé sur Manon avec une intensité troublante. Il y avait quelque chose dans la forme de son visage, dans la courbe de son nez. « Madame Legrand, pardonnez mon indiscrétion, mais Manon est-elle votre fille biologique ?» La question tomba comme un coup de tonnerre dans le petit salon. Élise se raidit, jetant un regard inquiet vers Manon qui, elle, fixait ses chaussures. « Non, » répondit-elle finalement d'une voix tendue, « Manon est adoptée, mais elle est notre fille dans tous les sens qui comptent. » Antoine Valmont prit une profonde inspiration. Ses mains, d'habitude si assurées, tremblaient légèrement. « Puis-je vous demander, quand l'avez-vous adoptée? Et par quelle agence ?» Le malaise était palpable. Élise fronça les sourcils, soudain méfiante. « Pourquoi ces questions, monsieur? Quel est votre intérêt pour ma fille ?» Antoine hésita. Comment expliquer? Comment ne pas effrayer cette famille? Ne pas bouleverser leur équilibre? Il opta pour la vérité, ou du moins une partie. « Madame Legrand, il y a 12 ans, j'ai été contraint d'abandonner un enfant à l'adoption. Une petite fille. Sa mère et moi étions jeunes, issus de milieux très différents. Ma famille a exercé des pressions. Je n'ai jamais cessé de regretter cette décision. Récemment, j'ai engagé un détective pour retrouver sa trace. Et certains détails que vous mentionnez. La date, l'agence peut-être. » La porte d'entrée s'ouvrit à cet instant précis, interrompant cette révélation fracassante. Thomas Legrand, rentrant d'une journée de travail, se figea sur le seuil en découvrant la scène. Sa femme, pâle comme un linge, sa fille, les yeux écarquillés, et un inconnu en costume de luxe, assis dans son salon. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Ah, ici !» demanda-t-il d'une voix où perçait l'inquiétude. Élise se leva brusquement, comme soulagée par cette interruption. « Thomas, voici Monsieur Valmont. Manon a retrouvé son portefeuille aujourd'hui et il est venu la remercier. » Antoine se leva également, tendant une main que Thomas serra avec méfiance. « Enchanté, Monsieur Legrand. Votre fille est extraordinaire. » Thomas posa une main protectrice sur l'épaule de Manon, sentant intuitivement que quelque chose d'important se jouait ici. « Oui, elle l'est, » confirma-t-il simplement. Un silence lourd s'installa, chargé de questions non formulées et de vérités à demi dévoilées. Antoine sortit une carte de visite de sa poche et la tendit à Élise. « J'aimerais vous inviter tous les trois à dîner dans mon bureau demain soir. Il y a des choses dont nous devrions parler, je crois. Des choses importantes. » Élise prit la carte comme si elle risquait de se brûler. Antoine Valmont, PDG de Valmont Enterprise, indiquait le carton gaufré. « Nous réfléchirons à votre invitation, » répondit-elle prudemment. Antoine acquiesça, comprenant leurs réserves. Il se tourna vers Manon, qui n'avait pas quitté ses chaussures des yeux depuis le début de cette étrange conversation. « Quoi qu'il arrive, Manon, je te remercie pour ce que tu as fait aujourd'hui. Tu m'as rappelé quelque chose d'important. » Alors, qu'il se dirigeait vers la porte, accompagné par Élise, Thomas s'approcha de sa fille et s'accroupit devant elle. « Ça va, ma puce ?» murmura-t-il. Manon leva enfin les yeux, des yeux pleins de questions et de confusion. « Papa, est-ce que cet homme pourrait être mon père? Mon vrai père ?» Thomas sentit son cœur se serrer douloureusement. Comment répondre à cette question? Comment expliquer à une enfant de 12 ans les complexités de la parentalité, de l'amour, des liens du sang versus les liens du cœur? « Ton vrai père, » dit-il finalement, en prenant ses petites mains dans les siennes, « c'est celui qui t'aime, qui te protège, qui te voit grandir jour après jour, celui qui est là dans les bons comme dans les mauvais moments. » Mais même en prononçant ces mots, Thomas Legrand savait que le monde de sa fille venait de basculer et qu'après la visite d'Antoine Valmont,
rien ne serait plus jamais comme avant. Dans sa chambre, plus tard ce soir-là, Manon sortit son carnet à dessin caché sous son matelas. Elle tournait et retournait dans sa tête les événements de la journée, essayant de donner un sens à ce chaos émotionnel. Elle commença à esquisser un portrait, laissant son crayon suivre son instinct. Sous ses doigts apparut progressivement le visage d'Antoine Valmont, avec ses yeux gris perçants et sa mâchoire volontaire. À côté, presque involontairement, elle dessina son propre visage. La ressemblance qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant lui sauta soudain aux yeux. Les mêmes pommettes hautes, le même nez légèrement aquilin, les mêmes yeux dont la forme en amande contrastait avec les traits plus arrondis de Thomas et Élise. Un frisson parcourut son échine. La limousine noire s'arrêta devant un immeuble majestueux de l'avenue Montaigne, dans le Triangle d'Or. Parisien. Thomas, Élise et Manon Legrand en descendirent, intimidés par le luxe ostentatoire qui les entourait. Le siège de Valmont Enterprises occupait les 4 derniers étages de ce bâtiment haussmannien dont la façade immaculée semblait narguer les nuages gris de ce soir d'automne. « Vous êtes sûr qu'on devrait être ici ?» murmura Thomas, ajustant nerveusement sa cravate, la seule qu'il possédait, sortie de l'armoire pour les grandes occasions. Élise serra sa main avec force. « On doit savoir, Thomas, pour Manon. » La jeune fille, entre ses parents, n'avait pratiquement pas dormi depuis la veille. Son esprit tournait en boucle, rejouant sans cesse le moment où Antoine Valmont avait posé cette question qui avait fait trembler les fondations de son existence. « Manon est-elle votre fille biologique ?» Jean, le chauffeur qui les avait conduits, les guida jusqu'à un ascenseur privé. « Monsieur Valmont vous attend au dernier étage », expliqua-t-il poliment. L'ascenseur, tout en miroir et en boiseries précieuses, les propulsa silencieusement vers les hauteurs parisiennes. Quand les portes s'ouvrirent, ils découvrirent un espace aux proportions impressionnantes, un penthouse au design épuré, mêlant harmonieusement matériaux nobles et œuvres d'art contemporaines. Antoine Valmont les attendait, debout près d'une baie vitrée offrant une vue imprenable sur la tour Eiffel illuminée. Il portait un costume différent de la veille, mais tout aussi élégant. À ses côtés se tenait une femme d'une 50aine d'années, dont le tailleur gris perle, et l'allure stricte suggérait une fonction d'autorité. « Bonsoir », les accueillit Antoine en s'avançant vers eux. « Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Je vous présente Maître Claire Dufresne, mon avocate et amie de longue date. » Des poignées de main furent échangées, l'atmosphère lourde de non-dits et d'appréhension. « Installez-vous, je vous en prie », poursuivit Antoine en désignant un salon au canapé en cuir blanc. Un majordome apparut silencieusement, proposant des rafraîchissements que les Legrand déclinèrent poliment, trop tendus pour avaler quoi que ce soit. « J'imagine que vous avez beaucoup de questions », commença Antoine, une fois qu'ils furent tous assis, « et je vous dois des explications. » Il marqua une pause, cherchant visiblement ses mots. Claire Dufresne l'encouragea d'un léger hochement de tête. « Il y a 13 ans, reprit-il, j'étais un jeune homme de 32 ans, déjà bien établi dans les affaires, mais pas encore à la tête de ce groupe. J'ai rencontré une jeune femme extraordinaire, Juliette Mercier. Elle était étudiante en histoire de l'art à la Sorbonne, brillante, passionnée, idéaliste. Issue d'une famille modeste de Lyon, elle travaillait comme guide au musée d'Orsay pour financer ses études. À la mention du musée d'Orsay, Manon dressa l'oreille. N'était-ce pas là qu'elle devait se rendre en sortie scolaire la semaine suivante? « Nous sommes tombés amoureux, » poursuivit Antoine, son regard se perdant dans les lumières de Paris. Un amour fou, passionnel, de ceux qu'on ne rencontre qu'une fois dans une vie. Mais nous appartenions à des mondes différents. Ma famille, les Valmont, fait partie de ces dynasties industrielles françaises qui se croient au-dessus des lois communes. Mon père, en particulier, avait d'autres projets pour moi. Il avait arrangé une alliance avec la fille d'un de ses associés, une union qui devait consolider notre empire financier. Thomas et Élise écoutaient en silence, sentant l'orage approcher. Quand Juliette est tombée enceinte, j'ai d'abord voulu tout plaquer pour elle, renoncer à mon héritage, à mon nom même s'il le fallait. Mais mon père... Il s'interrompit, le visage sombre. Mon père était un homme impitoyable. Il a menacé de ruiner la carrière de Juliette, de faire en sorte qu'elle n'obtienne jamais son diplôme, qu'aucun musée en France ne l'embauche. Il a même menacé sa famille.
et j'étais jeune, faible, j'ai cédé. » La douleur dans sa voix était palpable. Manon, absorbée par ce récit, observait chaque micro-expression sur le visage de cet homme qui prétendait être son père biologique. Juliette a accouché dans une clinique privée, dans la plus grande discrétion. Une petite fille, née le 17 avril. Elle a insisté pour lui donner un prénom avant de la confier à l'adoption. « Manon », souffla Élise, comprenant soudain. Antoine acquiesça lentement. Juliette adorait Manon Lescaut, l'héroïne de l'abbé Prévost. Un personnage tragique mais d'une force incroyable. Thomas, qui était resté silencieux jusque-là, se redressa. « Tout cela est très touchant, monsieur Valmont, mais qu'est-ce qui vous fait croire que notre Manon est 7 enfants? Il doit y avoir des centaines de petites Manon nées cette année-là. » Antoine fit un signe à Claire Dufresne, qui ouvrit une chemise en cuir posée devant elle. « Après le décès de mon père l'an dernier, j'ai décidé de retrouver ma fille. J'ai engagé des détectives privés qui ont remonté la piste jusqu'à l'agence d'adoption Nouveau Départ. Ils ont identifié une enfant correspondant à tous les critères, née le 17 avril, prénommée Manon, adoptée par un couple parisien. 3 semaines plus tard, Claire Dufresne prit la parole pour la première fois, sa voix précise et professionnelle. L'agence a refusé de nous communiquer les noms des parents adoptifs, respectant la confidentialité du dossier. Mais nous avons pu obtenir certains détails. Le père adoptif travaillait dans l'imprimerie. La mère faisait des ménages. Ils habitaient Montmartre. Quand M. Valmont a rencontré votre fille par hasard et découvert ces coïncidences, ce n'était pas un hasard, interrompit doucement Manon, prenant la parole pour la première fois. C'était parce que j'ai fait ce qui était juste. Antoine la regarda avec une émotion non dissimulée. Oui, Manon, c'était parce que tu as fait ce qui était juste. Un silence lourd s'installa dans la pièce. Thomas tenait fermement la main d'Élise, comme s'il craignait qu'elle ne lui échappe. « Et Juliette ?» demanda finalement Élise. « La mère biologique de Manon, où est-elle maintenant ?» Le visage d'Antoine s'assombrit davantage. « Juliette est partie aux États-Unis après tout ça. Elle a poursuivi ses études à New York. Elle est devenue conservatrice au MoMA. Elle s'est mariée, a eu 2 autres enfants, et puis... » Il s'interrompit, cherchant ses mots. « Il y a 3 ans, elle a été victime d'un accident de voiture à Manhattan. Elle n'a pas survécu. » Les yeux de Manon s'emplirent de larmes. Cette femme qu'elle n'avait jamais connue, cette mère biologique qu'il avait mise au monde, puis confiée à d'autres bras, venait de mourir une seconde fois pour elle. « Je suis désolé, Manon, » murmura Antoine. « J'aurais tellement voulu que tu puisses la rencontrer. Elle était extraordinaire, comme toi. » Claire Dufresne s'éclaircit la gorge, ramenant la conversation à des considérations plus pragmatiques. « Bien entendu, nous souhaitons confirmer ces suppositions par un test ADN. Si vous êtes d'accord, bien sûr. » Thomas se raidit. « Et si c'est bien le cas, qu'est-ce que vous voulez exactement, monsieur Valmont? Reprendre Manon? L'arracher à la seule famille qu'elle ait jamais connue ?» La panique dans sa voix était déchirante. Élise étouffa, un sanglot serrant la main de sa fille. « Non !» s'exclama Antoine, horrifié. « Non, jamais je ne ferai une chose pareille. Vous êtes ses parents. Vous l'avez élevée, aimée, formée. Je vois la merveilleuse jeune fille qu'elle est devenue grâce à vous. » Il se leva, s'approcha de la baie vitrée, contempla Paris un instant avant de se retourner vers eux. « Ce que je veux, c'est faire partie de sa vie, d'une manière ou d'une autre, peut-être comme un oncle, un parrain, un ami de la famille. Je veux la connaître, l'aider si possible, sans jamais interférer avec votre autorité parentale. » Thomas. Et Élise échangèrent un regard incertain. La proposition semblait trop belle pour être vraie. « Et quel serait l'intérêt pour vous ?» demanda Thomas, méfiant. Antoine sourit tristement. « L'intérêt ? Aucun dans le sens où vous l'entendez. Je suis un homme riche, monsieur Legrand. Très riche. Je n'ai besoin de rien. Mais je suis aussi un homme seul. Je n'ai jamais pu me résoudre à me marier après Juliette. Je n'ai pas d'autres enfants. Manon est tout ce qui me reste d'un amour qui a défini ma vie. » Manon, qui avait écouté en silence, se leva soudain. « Est-ce que je peux dire quelque chose ?» Tous les adultes se tournèrent vers elle, surpris par son intervention. « Je ne sais pas si vous êtes vraiment mon père biologique, monsieur Valmont. Peut-être que le test le dira. Mais je sais une chose. Mes parents sont Thomas et Élise Legrand. Ils m'ont adopté, oui, mais ils m'ont choisi. Ils m'ont aimé chaque jour de ma vie. » Elle fit une pause. «
cherchant ses mots avec une maturité étonnante pour ses 12 ans. Cela dit, j'aimerais vous connaître aussi. Si vous êtes mon père biologique, vous faites partie de moi, d'une certaine façon. Et puis, elle hésita, puis décida de se jeter à l'eau. J'ai vu votre bibliothèque, dit-elle en désignant une pièce adjacente dont les murs étaient tapissés de livres. Vous avez tous ces livres sur l'art que j'adore, et peut-être que vous pourriez me parler de ma mère, de Juliette, comment elle était. Antoine Valmont semblait sur le point de fondre en larmes, une expression étrangement vulnérable sur le visage de cet homme de pouvoir. J'en serais honoré, Manon. Claire Dufresne tout sauta légèrement, ramenant l'attention sur les aspects pratiques. Si vous le permettez, dit-elle en s'adressant au Legrand, nous pourrions envisager un arrangement. Monsieur Valmont souhaiterait contribuer à l'éducation. De Manon peut-être l'aider pour ses études futures. Il pourrait également... Nous n'avons pas besoin de charité, l'interrompit sèchement Thomas. Antoine intervint rapidement. Ce n'est pas de la charité, monsieur Legrand, c'est ma responsabilité. J'ai abandonné ma fille il y a 12 ans par lâcheté. Je ne cherche pas à me racheter. Certaines fautes sont impardonnables, mais à assumer enfin mes obligations. Il marqua une pause, semblant peser ses prochaines paroles. J'ai cru comprendre que vous travaillez dans l'imprimerie. Thomas s'acquiesça, méfiant. Il se trouve que Valmont Enterprises possède plusieurs maisons d'édition. Nous cherchons justement un responsable technique pour superviser l'aspect production de nos livres d'art. Quelqu'un qui connaît le papier, l'encre, les procédés d'impression. Ce n'est pas de la charité. C'est un poste réel, avec un salaire conséquent et des responsabilités importantes. Thomas écarquilla les yeux, pris de court par cette proposition inattendue. « Quant à vous, Madame Legrand, poursuivit Antoine, en se tournant vers Élise, j'ai cru comprendre que vous faisiez des ménages. Si cela vous intéresse, notre fondation culturelle cherche une personne pour gérer l'accueil des groupes scolaires. Quelqu'un de patient, avec le sens du contact, humain. » Élise cligna des yeux, confuse. « Mais je n'ai pas de diplôme pour ça. L'expérience de la vie vaut tous les diplômes, Madame Legrand. Et puis, vous avez élevé une enfant extraordinaire. Cela en dit long sur vos qualités humaines. » Le couple échangea un regard troublé, à la fois méfiant et tenté par ces propositions qui semblaient tomber du ciel. « Et pour Manon, continua Antoine, j'aimerais qu'elle puisse bénéficier de la meilleure éducation possible. Le lycée Henri Cave a un excellent programme artistique, si elle le souhaite, bien sûr. » Manon retint son souffle. Henri Cadre, l'un des lycées les plus prestigieux de Paris, c'était un rêve inaccessible jusqu'à présent. « Tout cela semble précipité, » intervint Thomas, la voix hésitante. « Nous avons besoin de réfléchir en famille. » Antoine acquiesça immédiatement. « Bien sûr, prenez tout le temps nécessaire, et sachez que rien n'est obligatoire. Vous pouvez accepter certaines propositions et en refuser d'autres. C'est vous qui décidez. » Claire Dufresne déposa sur la table basse une enveloppe. « Voici tous les documents relatifs aux propositions de M. Valmont, ainsi que les modalités du test ADN si vous décidez d'y procéder. Mon numéro personnel y figure également. N'hésitez pas à me contacter pour toute question. » Le majordome réapparut, annonçant discrètement que le dîner était servi. Malgré la tension, ils passèrent à table. Un repas raffiné mais étrangement silencieux, chacun plongé dans ses pensées. Après le dessert, Antoine proposa à Manon de lui montrer sa collection de livres d'art pendant que les adultes prenaient un café. Avec l'approbation de ses parents, elle le suivit dans la bibliothèque. « Voici, dit-il en désignant toute une section de rayonnage, les impressionnistes, Monet, Renoir, Degas, Morisot. » Les yeux de Manon s'illuminèrent devant les ouvrages luxueux aux pages glacées. « J'ai vu que tu avais des reproductions chez toi, » poursuivit Antoine. « Tu aimes particulièrement Monet ?»« Oui, » murmura Manon intimidée. « J'aime comment il peint la lumière, comment tout semble vibrer dans ses tableaux. » Antoine sourit, un sourire doux, presque mélancolique. Juliette aussi adorait Monet. Sa thèse portait sur les nymphéas. Il sortit un livre imposant de la bibliothèque et l'ouvrit précautionneusement. « Regarde, c'est elle. » Une photographie. En noir et blanc montrait une jeune femme souriante, aux longs cheveux sombres, debout devant un tableau immense représentant des nénuphars. Ses yeux pétillaient de joie et d'intelligence. « J'ai tes yeux, »
murmura Manon, touchant du doigt le visage figé dans le temps. « Oui, » confirma doucement Antoine. Ses yeux, son amour de l'art et... Il hésita avant d'ajouter « son intégrité. La façon dont tu m'as rendu ce portefeuille, sans hésitation. C'était elle, tout craché. » Il referma délicatement le livre et le tendit à Manon. « Je voudrais que tu l'aies, pour apprendre à la connaître d'une certaine façon. » Manon prit le livre avec révérence, comme un trésor inestimable. Quand ils rejoignirent les autres, Thomas et Élise se levèrent, signalant qu'il était temps de partir. L'atmosphère s'était légèrement détendue, mais restait chargée d'émotions contradictoires. « Nous vous contacterons », promit Élise en serrant la main d'Antoine, après avoir discuté en famille. Alors qu'ils quittaient le penthouse, Manon se retourna une dernière fois vers Antoine. Il se tenait debout, solitaire au milieu de son luxe, avec une expression que la jeune fille n'arrivait pas à déchiffrer, un mélange d'espoir et de résignation. Dans la limousine qui les ramenait à Montmartre, personne ne parla. Thomas regardait fixement par la fenêtre. Élise serrait nerveusement son sac à main, et Manon caressait la couverture du livre offert par Antoine. Leur petit appartement, qui leur avait toujours semblé un havre de paix malgré ses défauts, leur parut soudain différent ce soir-là, comme si les murs eux-mêmes avaient été témoins d'un bouleversement irréversible. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» demanda finalement Élise, brisant le silence alors qu'ils s'asseyaient tous trois autour de la table de la cuisine. Thomas passa une main fatiguée sur son visage. « Je ne sais pas. Ces propositions de travail, elles semblent trop belles pour être vraies, mais aussi tentantes, » compléta Élise. Manon observait ses parents, ces deux êtres qui l'avaient aimé inconditionnellement depuis toujours, maintenant confrontés à l'irruption d'un étranger dans leur vie bien ordonnée. « Je veux faire le test », déclara-t-elle soudain. Thomas et Élise se tournèrent vers elle, surpris par sa détermination. « Je veux savoir. J'ai besoin de savoir. » Thomas prit une profonde inspiration. « D'accord, ma puce, on fera le test. Et quoi que disent les résultats, rien ne changera pour nous. Tu es notre fille. Pour toujours. » Il ouvrit les bras, et Manon s'y précipita, bientôt rejointe par Élise. Leur étreinte collective était un rempart contre l'incertitude, une promesse silencieuse que, quels que soient les bouleversements, à venir, leur amour resterait inébranlable. Plus tard, cette nuit-là, alors que ses parents dormaient enfin, Manon sortit discrètement de son lit et ouvrit le livre sur Juliette Mercier. Page après page, elle découvrait cette femme qui lui avait donné la vie avant de la confier à d'autres mains aimantes. Cette femme passionnée d'art, au rire éclatant figé sur les photographies jaunies, à l'intelligence vive vantée dans les articles universitaires reproduits dans l'ouvrage. Cette femme dont elle avait hérité les yeux, l'amour de l'art et, selon Antoine Valmont, l'intégrité. 3 semaines s'écoulèrent, marquées par l'attente fébrile des résultats du test ADN. La famille Legrand tentait de maintenir une routine normale, mais l'ombre d'Antoine Valmont planait sur chaque conversation, chaque décision, chaque moment partagé. Puis un matin ordinaire, le téléphone sonna. Claire Dufresne, d'une voix professionnelle mais teintée de chaleur, annonça ce qu'il soupçonnait déjà. La compatibilité génétique était confirmée à 99,9%. Antoine Valmont était bien le père biologique de Manon. Cette confirmation, bien qu'attendue, frappa la famille comme une seconde révélation. Ce n'était plus une possibilité troublante, mais une vérité indéniable. Thomas passa la journée silencieux, perdu dans ses pensées. Élise pleura discrètement en préparant le dîner. Quant à Manon, elle resta des heures assise sur le rebord de sa fenêtre, contemplant les toits de Paris, sentant une partie d'elle-même se reconfigurer autour de cette nouvelle identité. Le lendemain, Thomas et Élise informèrent Claire Dufresne qu'ils acceptaient les propositions d'Antoine, non sans appréhension, mais avec la conviction que malgré les risques, ces opportunités représentaient une chance unique pour leur famille, surtout pour Manon. Les événements s'enchaînèrent alors à une vitesse vertigineuse. En moins d'1 mois, les Legrand quittèrent leur petit appartement de Montmartre pour emménager dans un spacieux 4 pièces, près du parc Monceau, dans le 8e arrondissement. L'immeuble, sans être ostentatoire, respirait l'élégance discrète des beaux quartiers parisiens. Thomas commença son nouveau travail aux éditions Valmont Arts.
superviseur technique pour les livres d'art. Élise, après une courte formation, prit ses fonctions à la Fondation Valmont pour la culture, accueillant des groupes scolaires lors de visites guidées. Quant à Manon, elle fit ses adieux au collège Jean Moulin et intégra le prestigieux lycée Henri IV, en section arts plastiques. Le premier jour, vêtue de son nouvel uniforme impeccable, elle gravit les marches de l'établissement avec un mélange d'excitation et de terreur. Les élèves autour d'elle semblaient tous issus d'un autre monde, fils et filles de diplomates, d'intellectuels, de grands patrons. Leur sac de marque, leur téléphone dernier cri, et leur assurance naturelle contrastaient violemment avec sa timidité et ses origines modestes. « Tu dois être Manon Legrand », l'accueillit une conseillère d'éducation au sourire bienveillant. « Bienvenue à Henri IV. Ton dossier est impressionnant. J'ai hâte de voir ce que tu vas nous apporter. » Cette première journée fut un tourbillon de nouvelles impressions. Des salles de classe lumineuses, aux équipements dernier cri. Une bibliothèque plus vaste que tout ce qu'elle avait connu. Un atelier d'art qui semblait tout droit sorti d'un rêve, avec ses chevalets professionnels et ses matériaux de qualité. Mais l'intégration ne fut pas sans heurts. Dès la pause déjeuner, Manon entendit les premières rumeurs. « C'est la fille Valmont », chuchotait-on dans son dos. « Celle qu'il a retrouvée dans un quartier populaire. Paraît que c'est une histoire d'adoption qui a mal tourné. » Non, j'ai entendu dire que c'est une stratégie de communication pour redorer son image après le scandale financier de l'an dernier. Manon fit semblant de ne pas entendre, concentrant son attention sur son plateau repas, bien plus raffiné que ce qu'elle avait connu dans son ancien collège. Cette situation était étrange. Ici, elle n'était plus la brillante élève d'un établissement modeste, mais l'objet de curiosité d'une institution élitiste. Ce soir-là, en rentrant, à leur nouvel appartement, elle trouva ses parents en pleine adaptation eux aussi. Thomas, cravate dénouée, étalait des épreuves de livres d'art sur la table du salon, tandis qu'Élise révisait son guide des mouvements artistiques. « Comment s'est passée ta journée, ma puce ?» demanda Thomas en levant les yeux. Manon haussa les épaules. Différente. Tout est tellement différent. Élise s'approcha et l'enlaça. « Ça va s'arranger, tu verras. Il faut juste du temps. » Le temps, justement, semblait s'être accéléré. Leur vie d'avant paraissait déjà lointaine, comme un rêve dont on ne retient que des fragments épars, l'odeur de l'escalier défraîchi, les conversations avec Madame Moreau, les rires partagés avec Chloé dans la cour du collège Jean Moulin. Le week-end suivant, Antoine les invita tous les trois à déjeuner dans sa maison de campagne en Normandie. C'était une élégante demeure du XVIIIe siècle, nichée au cœur d'un parc verdoyant. Les Legrand s'y rendirent dans leur nouvelle voiture, un modèle familial confortable qu'Antoine avait insisté pour leur offrir, malgré les protestations initiales de Thomas. L'atmosphère était tendue au début du repas. Antoine, malgré ses efforts pour mettre tout le monde à l'aise, restait un étranger dont l'aisance naturelle dans ce cadre luxueux soulignait le fossé qui les séparait. Thomas était particulièrement sur la défensive, répondant par monosyllabes, scrutant chaque geste comme à l'affût d'un piège ou d'une condescendance. « Comment se passe votre adaptation au nouveau quartier ?» demanda Antoine en servant le vin, un Bourgogne qu'il avait personnellement sélectionné dans sa cave. « C'est différent, » répondit Élise, reprenant sans le savoir les mots exacts de sa fille. « Les voisins sont polis mais distants. »« C'est Paris, » sourit Antoine. « Même dans les beaux quartiers, la chaleur humaine n'est pas notre point fort. » La conversation progressa lentement, par à-coups maladroits, jusqu'à ce qu'Antoine suggère à Manon de visiter la bibliothèque située à l'étage. Le visage de la jeune fille s'illumina instantanément. « Vas-y, » l'encouragea Élise. « Nous t'attendons ici. » Une fois Manon partie, Antoine se tourna vers Thomas et Élise, son expression soudain plus grave. « Je comprends que cette situation est compliquée pour vous, » dit-il doucement. « Croyez bien que mon intention n'est pas de perturber votre famille. Je veux simplement réparer une erreur que j'ai commise il y a 12 ans. » Thomas planta son regard dans celui d'Antoine. « En nous offrant des emplois, une maison, une voiture, en nous sortant de notre quartier pour nous installer dans le vôtre, est-ce vraiment de la réparation ou une forme d'appropriation ?» Antoine accusa le coup, surpris par la franchise de Thomas. « Je comprends vos craintes, » répondit-il, après un moment. « Mais je vous assure que je ne cherche pas à vous enlever Manon.
Vous êtes ses parents, cela ne changera jamais. Je veux simplement lui offrir des opportunités, à elle et à vous. Des opportunités que nous n'aurions jamais pu lui offrir nous-mêmes, compléta Élise, une pointe d'amertume dans la voix. Antoine soupira. La vie est injuste, nous le savons tous. J'ai eu la chance de naître dans une famille fortunée, ce qui m'a ouvert des portes fermées à la plupart des gens. Mais la richesse n'est pas tout. Vous avez donné à Manon quelque chose de bien plus précieux. L'amour, la stabilité, des valeurs. Regardez la jeune fille qu'elle est devenue grâce à vous. Honnête, sensible, travailleuse. Thomas resta silencieux, tiraillé entre son instinct protecteur et la conscience que les paroles d'Antoine contenaient une part de vérité. Pendant ce temps, à l'étage, Manon découvrait émerveillée la bibliothèque privée d'Antoine. Des milliers de volumes s'alignaient sur des étagères en chêne massif qui montaient jusqu'au plafond. Une échelle mobile permettait d'accéder aux rayonnages les plus élevés. Une section entière était consacrée à l'art, histoire, technique, monographie d'artistes. Manon parcourait du doigt les reliures précieuses quand son regard fut attiré par un petit bureau dans un coin de la pièce. Dessus, encadrée, se trouvait une photographie qu'elle n'avait jamais vue. Juliette Mercier, sa mère biologique, se tenait sur une plage, riant aux éclats, ses longs cheveux noirs fouettés par le vent marin. À côté d'elle, Antoine, plus jeune, plus détendu, la regardait avec une adoration évidente. C'était à Étretat, dit une voix derrière elle, la faisant sursauter. Antoine se tenait dans l'encadrement de la porte, un sourire mélancolique aux lèvres. « Pardon, je ne voulais pas être indiscrète, balbutia Manon. Tu ne l'es pas. Ces photos sont aussi ton histoire. » Il s'approcha et prit délicatement le cadre. C'était lors de notre premier week-end ensemble. Juliette n'avait jamais vu la mère auparavant. Elle était comme une enfant, émerveillée par tout. Manon observait. Antoine, fasciné par cette facette plus vulnérable de l'homme d'affaires. « Elle aimait l'art autant que toi, poursuivit-il. Elle pouvait passer des heures devant un seul tableau. Une fois, au Louvre, les gardiens ont dû lui rappeler que le musée fermait. Elle était restée 3 heures devant le radeau de la Méduse de Jéricho. Manon sourit, touchée par cette anecdote. « J'aimerais pouvoir me souvenir d'elle. »« Tu étais trop petite, » répondit doucement Antoine. « Mais je peux te raconter tout ce que tu veux savoir. » Un nouveau lien se tissait entre eux, fragile, mais précieux. Les semaines suivantes virent une évolution progressive dans leur relation. Antoine respectait scrupuleusement sa promesse de ne pas interférer avec l'autorité parentale de Thomas et Élise. Il s'invitait rarement chez eux et attendait toujours leur autorisation avant de proposer une sortie à Manon. Petit à petit, Thomas baissa sa garde, voyant qu'Antoine n'avait pas d'agenda caché. Pour son 13e anniversaire, Manon reçut une surprise qui marqua un tournant. Antoine avait sollicité la permission de Thomas et Élise pour un cadeau spécial, une journée entière au musée d'Orsay, suivie d'un dîner avec ses 3 parents. La journée commença de façon tendue. Thomas et Antoine marchaient raides comme des soldats de part et d'autre de Manon, tandis qu'Élise tentait vaillamment de maintenir une conversation normale. Mais progressivement, face aux tableaux de Monet, Renoir et Degas, une alchimie opéra. Antoine partageait des anecdotes que Juliette lui avait racontées sur les artistes. Thomas s'intéressait aux techniques d'impression des catalogues d'exposition. Élise posait des questions pertinentes sur les mouvements artistiques qu'elle commençait à maîtriser grâce à son nouveau travail. Et Manon, au centre de ce triangle improbable, rayonnait. Au restaurant, ce soir-là, Antoine leva son verre pour un toast. « À Manon », dit-il solennellement, « et à la famille extraordinaire qu'elle a la chance d'avoir. » Thomas et Élise échangèrent un regard. Puis Thomas leva son verre à son tour. « À la famille », dit-il simplement, incluant implicitement Antoine dans ce cercle qui s'élargissait. À l'école, Manon commençait également à trouver sa place. Son talent artistique lui valut l'attention de son professeur d'art plastique, M. Laurent, qui l'encourageait à développer son style unique. Peu à peu, certains camarades de classe s'approchèrent d'elle, attirés non par les rumeurs sur ses origines, mais par sa gentillesse et son intelligence. Parmi eux, Léa Dumont, fille d'un célèbre pianiste, devint sa plus proche amie. Contrairement à la plupart des élèves privilégiés d'Henri IV, Léa ne se souciait pas des apparences ou du statut social. Elle invita Manon chez elle, dans un appartement bohème du Marais rempli d'instruments de musique et de livres.
Mon père dit toujours que le talent n'a rien à voir avec l'argent, expliqua Léa un après-midi, alors qu'elle travaillait sur un projet d'art commun. Regarde Van Gogh, il est mort pauvre et inconnu, ou Rembrandt qui a fini ruiné. L'important, c'est ce que tu crées, pas d'où tu viens. Ces paroles résonnèrent profondément en Manon, l'aidant à réconcilier les différentes parties de son identité. À la maison, l'adaptation se poursuivait. Thomas s'épanouissait dans son nouveau rôle professionnel, gagnant rapidement le respect de ses collègues grâce à son expertise technique et son éthique de travail irréprochable. Élise, initialement intimidée par son poste à la Fondation Valmont, découvrit qu'elle avait un don naturel pour communiquer sa passion naissante pour l'art aux jeunes visiteurs. Le nouvel appartement, d'abord perçu comme un espace étranger et impersonnel, se transformait progressivement en foyer. Des photos de famille ornèrent les murs, les livres préférés de chacun remplissaient les étagères, et l'odeur familière des plats traditionnels qu'Élise continuait de préparer imprégnait les lieux. Pourtant, Thomas restait parfois silencieux, le regard perdu par la fenêtre. Un soir, alors que Manon était déjà couchée, Élise le trouva ainsi, contemplant les lumières de Paris. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle doucement, en posant une main sur son épaule. Thomas soupira. « Je me demande parfois si nous avons fait le bon choix, si nous n'avons pas vendu notre âme pour tout ça. » Il fit un geste englobant leur nouvel environnement. Élise s'assit face à lui. « Tu regrettes ?»« Non, pas vraiment. Je vois Manon s'épanouir, avoir des opportunités que nous n'aurions jamais pu lui offrir. Je vois ton visage quand tu reviens. Du travail, cette passion qui t'anime maintenant. Et moi-même, toi-même tu es plus heureux aussi, compléta Élise. Mais tu as l'impression de trahir quelque chose, nos origines, nos valeurs. » Thomas acquiesça, surpris par sa perspicacité. « Exactement. Comme si j'avais abandonné une partie de ce que je suis, de ce que nous sommes. Mais nous sommes toujours nous-mêmes, Thomas. Nous vivons dans un meilleur quartier, nous avons de meilleurs emplois, mais nous sommes toujours les mêmes personnes. Ce qui compte, ce ne sont pas les murs qui nous entourent, mais ce que nous portons en nous. » Elle prit ses mains dans les siennes. « Et nous avons encore tellement à apporter à Manon, des valeurs qu'Antoine, avec toute sa fortune, ne pourrait jamais lui transmettre. » Thomas serra les mains de sa femme, reconnaissant pour sa sagesse. « Tu as raison. Comme toujours. » Le lendemain était un samedi, et Antoine avait proposé une sortie au château de Versailles. Pour la première fois, Thomas accepta spontanément, sans l'habituelle période de réflexion méfiante. La journée fut l'une des plus belles qu'ils aient passées ensemble. Antoine, loin de jouer les guides touristiques condescendants, partageait simplement sa passion pour l'histoire de France. Manon absorbait tout, son carnet de croquis à la main, tandis que Thomas posait des questions pertinentes sur l'architecture et qu'Élise s'émerveillait devant les jardins à la française. Au retour fatigué mais heureux, ils s'arrêtèrent dans une brasserie traditionnelle. C'est là qu'Antoine fit une proposition qui allait à nouveau bouleverser leur équilibre fragile. « J'ai une maison au bord de la mer, en Bretagne, » dit-il entre deux bouchées. « Rien d'extravagant, juste une vieille ferme rénovée près de Cancale. J'y vais rarement et je me disais, peut-être que vous aimeriez y passer les vacances d'été. Tous les trois, bien sûr, » ajouta-t-il rapidement en voyant l'expression de Thomas. Manon retint son souffle, attendant la réaction de son père. « C'est gentil, » répondit Thomas, surprenant tout le monde, y compris lui-même. « Mais nous ne voulons pas vous déranger. »« Me déranger ? Au contraire, la maison est vide la plupart du temps. Et puis, Antoine hésita avant de continuer. J'avais pensé que je pourrais peut-être vous y rejoindre le week-end, si cela vous convient, bien entendu. » Le silence qui suivit n'était plus chargé de méfiance, mais de considération sincère. « Ça pourrait être bien, » dit finalement Élise en regardant son mari. « Manon n'a jamais vu la mer. »« Comme sa mère, » murmura Antoine, le regard dans le vague. Thomas observa sa fille, ses yeux brillants d'espoir. Puis Antoine, cet homme qui était passé du statut d'intrus menaçant à celui d'allié potentiel. « D'accord, décida-t-il, nous viendrons. » Le sourire de Manon valait tous les trésors du monde. Cette nuit-là, dans son journal intime, Manon écrivit « Je n'aurais jamais imaginé que ma vie puisse changer autant en si peu de temps. Parfois, j'ai l'impression de vivre dans un rêve étrange, où je dois constamment m'adapter à de nouvelles réalités. L'école est différente, notre appartement est différent,
Même mes parents semblent différents parfois, plus confiants, plus ouverts au monde. Et puis il y a Antoine, mon père biologique. Ces mots sont encore bizarres à écrire. Il essaie tellement de bien faire, de ne pas imposer sa présence, tout en étant là. Je vois qu'il souffre parfois, qu'il voudrait récupérer ses 12 années perdues. Mais ça n'est pas possible, n'est-ce pas? Le temps ne revient jamais en arrière. Je me demande ce que Juliette penserait de tout ça. Ma mère biologique. Serait-elle heureuse de me voir aujourd'hui? Approuverait-elle les choix d'Antoine? Demain, nous allons à la mer, tous, ensemble, une nouvelle première fois. J'ai tellement de premières fois ces derniers mois que j'ai parfois du mal à suivre. Mais celle-ci est spéciale. La mer. Là où Antoine et Juliette ont été heureux, avant que tout ne s'écroule. Peut-être que là-bas, face à l'océan, je comprendrai mieux qui je suis vraiment. Manon Legrand, ou Manon Valmont, ou peut-être simplement Manon. 3 ans s'écoulèrent, transformant la petite Manon de 12 ans en une jeune fille de 15 ans. Au seuil de l'âge adulte, ces années avaient apporté une stabilité nouvelle à cette constellation familiale atypique. Les vacances en Bretagne étaient devenues une tradition annuelle, un moment où les 3 adultes et l'adolescente tissaient des liens qui dépassaient les conventions sociales et les liens du sang. L'automne parisien déployait ses couleurs flamboyantes sur les arbres du parc Monceau. Manon, assise sur un banc, croquait distraitement un marronnier aux feuilles dorées. Son style artistique s'était considérablement affirmé, mêlant influence impressionniste et touche contemporaine plus personnelle. Monsieur Laurent, son professeur d'art plastique à Henri IV, parlait désormais d'elle comme d'une véritable promesse. « Tu es en avance », lança une voix familière. Antoine Valmont, impeccable dans son manteau en cachemire, s'assit à côté d'elle. Leurs rencontres du mercredi après-midi étaient redevenues un rituel. Parfois, ils visitaient une exposition. D'autres fois, ils se promenaient simplement en discutant de tout et de rien. « J'avais envie de dessiner un peu avant », répondit Manon en lui montrant son carnet. Antoine examina le croquis avec attention. « Tu as saisi exactement cette lumière. » Particulière d'automne. Juliette adorait cette saison, tu sais. Elle disait que c'était comme si Paris s'habillait en or pendant quelques semaines. Manon sourit. Ses petites anecdotes sur sa mère biologique étaient précieuses, comme des pièces d'un puzzle qui se complétaient lentement. « J'ai une surprise pour toi aujourd'hui », annonça Antoine en se levant. « Une exposition privée chez Christie's, des œuvres impressionnistes qui seront mises aux enchères la semaine prochaine. » Les yeux de Manon s'illuminèrent. Ces moments de privilège exclusif la fascinaient toujours, même si elle avait appris à naviguer dans ce monde d'opulence avec une aisance qui aurait été impensable 3 ans plus tôt. En chemin vers la célèbre maison de vente aux enchères, Antoine l'interrogea sur ses études, ses amis, ses projets. Il avait développé cette capacité à s'intéresser sincèrement à sa vie sans jamais donner l'impression d'empiéter sur le territoire de Thomas et Élise. « Léa organise une fête pour son anniversaire samedi », mentionna Manon. « Ses parents seront absents. » Antoine haussa un sourcil. « Et tes parents sont au courant ?»« Oui, » répondit-elle en roulant des yeux. « Maman a appelé les parents de Léa pour vérifier. C'est juste qu'ils seront dans une autre partie de l'appartement. On ne sera pas vraiment seul. »« Sage précaution », commenta Antoine avec un sourire en coin. « Les fêtes d'adolescents ont tendance à dégénérer. »« Comment tu le sais ? Tu étais du genre à faire la fête à mon âge. » Antoine éclata de rire. « Disons que j'étais plus calme en public et plus aventureux en privé. Mon père avait une réputation à maintenir, et par extension, moi, qu'à aussi. » Ses confidences sur son adolescence étaient rares. Antoine parlait peu de son passé, surtout de sa relation avec son propre père, qu'il décrivait toujours en termes voilés mais clairement négatifs. Arrivés chez Christie's, ils furent accueillis avec déférence par le directeur en personne. « Mac, Monsieur Valmont, quel plaisir de vous recevoir. Et voici donc la jeune artiste dont vous nous parlez tant. » Manon rougit légèrement tandis qu'Antoine posait une main paternelle sur son épaule. « Ma fille a un œil remarquable pour l'art. Je suis certain qu'elle appréciera votre sélection. Ma fille. » Ces mots prononcés avec une fierté évidente provoquaient toujours en Manon un mélange d'émotions contradictoires. Fierté, confusion, culpabilité envers Thomas. Mais avec le temps,
Elle avait appris à accepter cette dualité, cette appartenance à deux mondes, à deux pères qui, chacun à leur manière, l'aimaient profondément. L'exposition privée était époustouflante. Des Monet, Renoir, Sisley accrochés dans une salle feutrée, loin des regards du public. Manon s'attarda particulièrement devant un petit Monet, représentant une scène à Étretat, ces falaises normandes, où ses parents biologiques avaient partagé leurs premiers moments de bonheur. « Il te plaît » demanda doucement Antoine, observant sa fascination. « Il est magnifique » murmura-t-elle. « La lumière sur la falaise, cette façon dont la mer semble vivante. » Antoine échangea un regard avec le directeur qui s'éclipsa discrètement. « J'ai pensé l'acquérir » dit Antoine. « Pour toi. » Manon se tourna vers lui, stupéfaite. « Pour moi, mais ça doit coûter une fortune, oui, » compléta-t-il avec un petit sourire. « Mais certaines choses valent cet investissement. Ce tableau représente un lieu important dans ton histoire, et ton talent mérite d'être nourri par le meilleur. » Manon se mordit la lèvre. « Je ne peux pas accepter. C'est trop. »« Pourquoi ?» demanda simplement Antoine. La question la prit au dépourvu. Pourquoi, en effet? Par fierté? Par peur de la réaction de Thomas? Par refus inconscient d'embrasser pleinement cette partie de son héritage? « Mes parents, » commença-t-elle. « Nous en discuterons avec eux, » promit Antoine. « Je ne ferai rien sans leur accord. Mais réfléchis-y, Manon. L'art n'est pas qu'un luxe ou un placement financier. C'est un héritage culturel, un témoin de notre humanité. Ce Monet pourrait être le début de ta propre collection. » L'idée était vertigineuse. Elle, Manon Legrand, propriétaire d'un Monet authentique, l'enfant de Montmartre aux vêtements, rapiécé qui dessinait sur des carnets bon marché. « Je vais y réfléchir », promit-elle finalement. En quittant Christie's, ils décidèrent de marcher un peu, profitant de la douceur exceptionnelle de cette journée d'octobre. Leur chemin les conduisit près du pont des Arts, où des groupes de touristes prenaient des selfies devant la Seine scintillante. C'est là qu'un incident vint troubler leur après-midi harmonieux. Un jeune homme d'environ 17 ans, visiblement en difficulté, tentait d'échapper à deux policiers qui le poursuivaient. Dans sa course, il bouscula violemment Manon, qui faillit tomber dans la Seine. Antoine la rattrapa de justesse, tandis que les policiers maîtrisaient l'adolescent à quelques mètres de là. « Ça va ?» s'inquiéta Antoine, examinant Manon qui reprenait son souffle. « Oui, juste. » « Surprise ?» répondit-elle, observant la scène qui se déroulait devant eux. Le jeune homme, menotté, avait un visage juvénile, malgré son expression endurcie. Ses vêtements usés et son regard farouche racontaient une histoire que Manon comprenait intuitivement, celle de la précarité, de la vie en marge, des choix limités. « Qu'est-ce qu'il a fait ?» demanda-t-elle à un passant qui observait. « La scène. »« Vol à l'étalage, apparemment, » répondit l'homme. « Il a piqué un truc dans une boutique de souvenirs et s'est fait repérer. » Les policiers commencèrent à emmener le jeune homme vers leur voiture. En passant près de Manon et Antoine, l'adolescent leva les yeux. Son regard croisa celui de Manon, un regard où la colère se mêlait à une vulnérabilité poignante. « Viens » dit doucement Antoine en prenant le bras de Manon. « Rentrons. » Mais elle resta immobile, perturbée par cette rencontre fugace. « Il n'a pas l'air d'avoir beaucoup plus que mon âge, » murmura-t-elle. Antoine soupira. « La vie n'est pas juste, Manon. Certains naissent avec tout, d'autres avec rien. C'est ainsi. »« C'est ainsi » répéta-t-elle, surprise par cette résignation inhabituelle chez lui. « Tu crois vraiment ça ?» Antoine parut déstabilisé par sa réaction. « Non, bien sûr que non, je constate simplement une réalité. »« Une réalité qu'on peut changer, non ?» insista Manon. « Tu as changé la mienne. » Ces mots touchèrent Antoine plus profondément qu'elle ne l'avait anticipé. Il resta silencieux un long moment, contemplant la scène avec une expression indéchiffrable. « Tu as raison, » dit-il finalement. « On peut changer les choses, à notre échelle. » Ce soir-là, en rentrant chez elle, Manon trouva ses parents en pleine discussion animée dans la cuisine. Thomas, désormais directeur technique des éditions Valmont Arts, évoquait un nouveau projet de livre sur les techniques de gravure anciennes. Élise, qui avait récemment été promue responsable des programmes éducatifs à la Fondation Valmont, partageait son enthousiasme pour une initiative impliquant des écoles de quartiers défavorisés. La scène était banale mais significative. En 3 ans, Thomas et Élise avaient évolué, s'étaient adaptés.
avaient retrouvé leur place dans ce nouveau monde sans perdre leur essence. Ils restèrent les mêmes, travailleurs, intègres, aimants, mais avec un horizon élargi. Antoine. « Veux m'offrir un monnaie ?» annonça Manon sans préambule en s'asseyant à table. Le silence qui suivit était prévisible. Thomas posa lentement sa tasse de café, tandis qu'Élise échangeait un regard avec lui. « Un vrai monnaie ?» demanda finalement Thomas, la voix neutre. « Oui, un petit tableau d'Étretat. Il sera vendu aux enchères la semaine prochaine. » Antoine, qu'a dit qu'il n'achèterait rien sans votre accord. Thomas passa une main dans ses cheveux, geste familier qui trahissait son inconfort. « Manon, tu réalises ce que ça représente? Un monnaie authentique, c'est des millions d'euros. » « Je sais, dit-elle doucement. C'est pour ça que j'ai dit que j'y réfléchirais. Ça me semble excessif. » Élise vint s'asseoir près de sa fille. « Pourquoi penses-tu qu'il veut te faire ce cadeau ?» Manon réfléchit un instant. « Il dit que c'est pour nourrir mon talent. Et aussi parce que ça représente un lieu important dans mon histoire. » Étretat où lui et Juliette ont été heureux. « Je vois, » murmura Élise, échangeant un nouveau regard avec Thomas. Ces regards entre ses parents, Manon les connaissait bien. Ils contenaient des conversations entières, des débats silencieux, des décisions prises sans un mot. « Nous en discuterons avec Antoine », décida finalement Thomas. « Mais Manon, quelle que soit notre décision, je veux que tu comprennes quelque chose. La valeur d'une œuvre d'art ne réside pas uniquement dans son prix. Ce qui fait la grandeur de Monet, ce n'est pas le montant que les collectionneurs sont prêts à payer, mais la façon dont il a révolutionné notre perception de la lumière et de la couleur. » Manon sourit, touchée par cette leçon improvisée. Thomas, malgré ses réticences initiales face au monde de l'art, avait développé une véritable passion pour le sujet, lisant avidement, visitant des expositions, discutant avec des experts. « Je sais, papa, » répondit-elle doucement, « et c'est pour ça que je suis partagée. Ce tableau est magnifique, il me parle, mais son prix me met mal à l'aise. » Élise caressa les cheveux de sa fille avec tendresse. « Tu as bien grandi, ma chérie. Cette réflexion montre ta maturité. » Plus tard dans la soirée, Manon reçut un appel de Léa, sa meilleure amie. « Alors, cet après-midi avec ton autre père ?» demanda Léa, qui avait forgé cette expression pour désigner Antoine sans jamais minimiser le rôle de Thomas. Manon, lui, raconta leur visite chez Christie's. À l'offre du monnaie, puis l'incident avec le jeune voleur. « Attends, » l'interrompit Léa. « Il veut t'offrir un vrai monnaie, genre un tableau qui vaut plus que mon appartement. » « Probablement plus que ton immeuble entier, » corrigea Manon avec un petit rire. « C'est fou, n'est-ce pas? » « Complètement dingue, mais tellement cool aussi. Tu vas accepter? » « Je ne sais pas. Ça me semble, je ne sais pas, inapproprié. » Léa resta silencieuse un moment. « Tu sais ce qui est étrange, c'est que malgré toute cette richesse autour de toi, tu n'as pas changé. Tu es resté, toi. » Cette remarque toucha Manon plus qu'elle ne l'aurait imaginé. « Merci. J'essaie de garder les pieds sur terre. » « Alors, pour samedi soir, tu viens toujours? » « Bien sûr. Mes parents ont donné leur accord. Je dormirai. Chez toi après. »« Super, Guillaume sera là, » ajouta Léa avec un ton suggestif. Manon sentit ses joues s'empourprer. Guillaume Mercier, élève de terminale, membre du club de théâtre, objet des fantasmes discrets de nombreuses filles d'Henri IV, et récemment, de Manon elle-même. « Il a demandé si tu venais, » poursuivit Léa, savourant visiblement son effet. « Vraiment ?» Manon tentait de contrôler le tremblement dans sa voix. « Vraiment, je crois que tu ne le laisses pas indifférent, ma chère. » Après avoir raccroché, Manon resta allongée sur son lit, contemplant le plafond. Sa vie semblait parfois si surréaliste. Un père biologique milliardaire qui voulait lui offrir un monnaie, un beau garçon qui s'intéressait à elle, des études dans l'un des meilleurs lycées de France. Et pourtant, une partie d'elle restait ancrée dans son passé, dans ce petit appartement de Montmartre, dans les valeurs simples mais solides de Thomas et Élise. Elle repensa au jeune voleur, à son regard désespéré. Dans une autre vie, sans l'intervention d'Antoine, aurait-elle pu se retrouver dans une situation similaire? Pas nécessairement à voler, mais à lutter quotidiennement pour survivre, à faire des choix dictés par la nécessité plutôt que par l'aspiration. Cette pensée la troubla profondément.
Le samedi soir arriva et avec lui la fête chez Léa. L'appartement des Dumont, vaste duplex dans le Marais, bourdonnait d'une trentaine d'adolescents privilégiés. Musique soigneusement sélectionnée, lumière tamisée, buffet raffiné préparé par un traiteur, tout était impeccable, comme on pouvait s'y attendre chez la fille d'un célèbre pianiste. Manon, vêtue d'une robe simple mais élégante, choisie avec l'aide d'Élise, se sentait à la fois excitée et nerveuse. Elle repéra Guillaume près du buffet, en grande conversation avec deux autres garçons. « Il n'arrête pas de te regarder », chuchota Léa en lui tendant un verre de punch. « Sans alcool, une condition imposée par les parents Dumont. »« Tu crois ?» Manon essayait de paraître détachée, mais son cœur battait la chamade. Comme pour confirmer les paroles de Léa, Guillaume s'approcha d'elle, un sourire charmant aux lèvres. « Salut Manon. Belle soirée, non ?» La conversation s'engagea, d'abord maladroite, puis de plus en plus fluide. Guillaume était non seulement beau, mais aussi intelligent et cultivé. Il partageait un intérêt commun pour l'art. Il était passionné de photographie. Et bientôt, ils se retrouvèrent assis sur le balcon, isolés de l'agitation de la fête, discutant de leur avenir. « J'aimerais étudier aux Beaux-Arts après le bac », confia Manon. « Me spécialiser en peinture, peut-être en restauration d'œuvres anciennes. » « C'est ambitieux, apprécia Guillaume. Moi, je vise Sciences Po, puis peut-être une école de journalisme. J'aimerais devenir reporter, couvrir des zones de conflit, des crises humanitaires. » Manon l'observait, fascinée par cette détermination à utiliser ses privilèges pour éclairer les zones d'ombre du monde. « Mes parents ne sont pas vraiment emballés, » poursuivit-il avec une grimace. « Ils préféreraient me voir dans la finance, ou la diplomatie, quelque chose de respectable. » « Je comprends, » dit doucement Manon. « C'est difficile de trouver sa voie quand on a l'impression de décevoir ceux qu'on aime. »« Exactement, » s'exclama Guillaume, comme si elle avait parfaitement saisi son dilemme. « Comment tu fais, toi, avec tes 3 parents ?» Manon sourit à cette formulation. C'était ainsi que l'histoire s'était répandue dans les couloirs d'Henri IV. Manon Legrand avait 3 parents, un couple modeste qui l'avait élevé, et un père biologique milliardaire qu'il avait retrouvé par hasard. « C'est complexe, admit-elle, mais j'ai de la chance. Ils me soutiennent tous les 3, chacun à sa manière. Ils ne sont pas toujours d'accord entre eux, mais ils respectent mes choix. » Guillaume hocha la tête, pensif. « Tu es vraiment unique. Tu... » « C'est ça ?» Leurs regards se croisèrent et pendant un instant, le monde autour d'eux sembla s'évanouir. Guillaume se pencha lentement vers elle, et leurs lèvres se rencontrèrent dans un premier baiser maladroit mais sincère. Lorsque Manon rentra chez elle le lendemain matin, elle flottait sur un nuage. Élise remarqua immédiatement son expression « rêveuse ». « Bonne soirée ?» demanda-t-elle avec un sourire complice. « confirma Manon, incapable de dissimuler son bonheur. Plus tard dans la journée, alors qu'elle dessinait dans sa chambre, esquissant inconsciemment le profil de Guillaume, son téléphone sonna. C'était Antoine. « Bonjour Manon, j'espère que je ne te dérange pas. »« Non, pas du tout. J'ai discuté avec tes parents hier soir au sujet du Monet. » Manon se redressa, soudain tendue. « Oh ? Et alors ?» « Nous sommes parvenus à un compromis. Au lieu de t'offrir le tableau directement, je vais créer un fonds pour tes études artistiques futures. Le Monet sera acquis au nom de ce fonds et toi seul pourras décider de son utilisation une fois majeur. Le garder, le vendre pour financer tes projets ou autres. » Manon resta silencieuse, assimilant cette solution élégante qui respectait à la fois son autonomie future et les préoccupations de ses parents. « C'est parfait, » dit-elle finalement. « Merci Antoine, et merci d'avoir parlé avec mes parents. C'est normal, nous formons une équipe, tous les 4, non ?» Cette formulation la toucha profondément. Oui, une équipe. Après avoir raccroché, elle resta pensive, caressant du bout des doigts son carnet de croquis. Une équipe, c'était exactement ça, une constellation familiale atypique mais fonctionnelle, où chacun apportait quelque chose d'unique. Le lundi suivant, de retour au lycée, Manon traversait la cour quand elle aperçut une affiche qui attira son attention. Bénévolat, programme de soutien scolaire et artistique pour jeunes en difficulté. L'initiative, portée par une association locale, cherchait des lycéens volontaires pour donner des cours d'art à des adolescents issus de quartiers défavorisés. L'image du jeune voleur près du pont des Arts
lui revint immédiatement. Sans hésiter, elle nota les coordonnées de l'association. Ce soir-là, en rentrant, elle partagea son projet avec Thomas et Élise. « Je voudrais m'engager dans ce programme », expliqua-t-elle. « Donner des cours de dessin une fois par semaine. Je pense que j'ai reçu tellement que je devrais commencer à donner aussi. » Thomas sourit, une fierté évidente dans les yeux. « C'est une excellente idée, ma puce. »« Absolument, renchérit Élise. Ton talent artistique est un don que tu peux partager. » Manon sentit une chaleur l'envahir. Ces deux personnes qui l'avaient élevée, qui lui avaient inculqué des valeurs de générosité et d'empathie bien avant l'arrivée d'Antoine dans leur vie, continuaient de la guider sur le chemin de l'altruisme. « Je vais appeler Antoine pour lui en parler aussi, » décida-t-elle. « Peut-être que sa fondation pourrait soutenir ce programme d'une manière ou d'une autre. » Thomas et Élise échangèrent un regard, l'un de ces regards chargés de communication silencieuse, puis Thomas acquiesça. « C'est une excellente initiative. Je suis sûr qu'il sera ravi de t'aider dans ce projet. » En montant dans sa chambre, Manon réalisa qu'elle venait de franchir une étape importante. Pour la première fois, elle envisageait d'utiliser activement les ressources d'Antoine, non pour son bénéfice personnel, mais pour une cause qui lui tenait à cœur. Assise à son bureau, elle commença à esquisser un logo pour le programme de bénévolat. Sous ses doigts habiles, un dessin prit forme, deux mains tendues l'une vers l'autre, échangeant un pinceau et un crayon. Au-dessus, elle écrivit simplement « passerelle », car c'était bien ce qu'elle souhaitait créer, des ponts entre les mondes, entre les classes sociales, entre les destins que la naissance semblait avoir tracés de façon immuable. Et tandis qu'elle peaufinait son dessin, une certitude grandissait en elle. Son histoire personnelle, ce croisement improbable entre deux univers, n'était pas un simple hasard. C'était peut-être une opportunité, une responsabilité même de devenir elle-même une passerelle. Un jour, en sortant d'une séance de bénévolat, Manon allait vivre une rencontre qui donnerait encore plus de sens à cette intuition. Mais elle l'ignorait encore, concentrée sur son dessin, heureuse de cette harmonie nouvelle entre les différentes facettes de son identité. Le centre social du 19e arrondissement n'avait rien de l'élégance d'Henri IV ou des bureaux luxueux des Valmont Enterprises, bâtiments fonctionnels des années 70, murs défraîchis recouverts de fresques colorées, mobilier usé mais propre. L'endroit respirait l'authenticité et l'engagement. Chaque mercredi après-midi depuis 3 mois, Manon y animait un atelier d'art plastique pour des adolescents âgés de 13 à 17 ans. Au début, ils l'avaient accueillie avec méfiance, cette fille des beaux quartiers qui venait leur apprendre à dessiner. Mais sa sincérité et son talent avaient progressivement brisé les barrières. Ce jour-là, tandis qu'elle distribuait des feuilles de papier épais pour une séance sur l'aquarelle, la porte s'ouvrit sur un visage qu'elle reconnut immédiatement. C'était lui, le jeune homme qu'elle avait vu se faire arrêter près du pont des Arts. Plus mince qu'elle ne s'en souvenait, le visage fermé, les épaules voûtées comme pour se protéger du monde. « Voici Lucas », annonça Sarah, l'éducatrice qui coordonnait le programme. « Il nous rejoint aujourd'hui. Lucas, je te présente Manon, notre professeur d'art. » Leurs regards se croisèrent. Une lueur de reconnaissance traversa les yeux de Lucas, vite remplacée par de la méfiance. « On s'est déjà vu », dit-il abruptement. Manon acquiesça, incapable de mentir. « Tu es près du pont des Arts, il y a quelques mois. » Un silence gêné s'installa. Les autres adolescents les observaient avec curiosité. « Bon, » intervint Sarah, « installez-vous, on va commencer. » Lucas prit place au fond de la salle, les bras croisés dans une posture défensive. Pendant toute la séance, Manon sentit son regard sur elle, scrutateur, évaluateur. Elle expliqua les techniques de base de l'aquarelle, montrant comment mouiller le papier, comment mélanger les couleurs, comment créer des dégradés. Les jeunes se mirent au travail, certains avec enthousiasme, d'autres avec application. Seul, Lucas restait immobile, son papier désespérément blanc devant lui. Manon s'approcha discrètement. « Tu n'es pas obligé de participer si tu n'en as pas envie. Tu peux simplement observer aujourd'hui. »« Pourquoi t'es là ?» demanda-t-il brusquement, assez bas pour que les autres n'entendent pas. « Tu viens faire ta BA, te donner bonne conscience ?» La question la prit au dépourvu par sa franchise brutale. Elle aurait pu s'offusquer, prendre la mouche,
Mais quelque chose dans le regard de Lucas, un mélange de colère et de vulnérabilité, l'en empêcha. « Non, répondit-elle, simplement. Je suis là parce que j'aime l'art et que j'aime enseigner, et aussi parce que... » Elle hésita puis décida d'être aussi honnête que lui. Aussi parce que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, des opportunités que je n'aurais jamais eues. Autrement, je veux partager un peu de ça. Lucas la fixa intensément, comme s'il cherchait à détecter le mensonge dans ses paroles. Puis, sans un mot, il prit un pinceau et commença à le tremper dans l'eau. À la fin de la séance, alors que tous rangeaient leur matériel, Manon fut surprise de voir que Lucas avait créé quelque chose. Pas une aquarelle classique, mais une sorte de composition abstraite où dominaient des bleus profonds et des violets intenses. L'œuvre dégageait une émotion brute, presque violente. « C'est intéressant », commenta-t-elle sincèrement. « Tu as déjà peint avant ?» Lucas haussa les épaules. « Pas vraiment. Je fais des graffitis parfois. »« Tu as un vrai sens des couleurs. Tu devrais continuer. » Il la regarda à nouveau, méfiant, mais aussi vaguement intéressé. « Tu le penses vraiment ou tu dis ça à tout le monde ?»« Je le pense vraiment, » affirma Manon. « Je ne fais pas de compliments gratuits. » Au moment de partir, Sarah prit Manon à part. Lucas sort de 3 mois de centre fermé pour mineurs, vol avec récidive. Il vit en foyer, sa mère est indisponible, disons. Il a besoin d'un cadre, d'activités structurées. Ton atelier pourrait être bon pour lui. Manon hocha la tête, touchée par cette confiance. Je ferai de mon mieux. Sur le chemin du retour, dans le métro qui la ramenait vers son quartier privilégié, Manon ne pouvait s'empêcher de penser à Lucas, à son regard hanté, à cette aquarelle saisissante malgré sa maladresse technique. Il y avait un talent, brut là-dedans, une sensibilité artistique indéniable. En sortant de la station, son téléphone vibra. Un message d'Antoine. « Dîner ce soir chez moi ? J'ai une nouvelle à partager. Tes parents sont invités aussi, bien sûr. » Elle sourit. Ces dîners à 4 étaient devenus une habitude, presque une tradition familiale. Antoine cuisinait. Lui-même, une passion qu'il avait développée ces dernières années, loin de l'image du milliardaire qui se fait servir. « D'accord, je préviens mes parents, » répondit-elle. Quelques heures plus tard, ils étaient tous réunis autour de la table en acajou massif dans l'appartement d'Antoine. Thomas et Antoine discutaient d'un nouveau projet éditorial, tandis qu'Élise racontait une anecdote sur un groupe scolaire particulièrement turbulent à la Fondation. « Et ton atelier aujourd'hui ?» demanda Antoine en servant le plat principal. C'est un risotto aux cèpes qu'il avait perfectionné au fil des années. Manon leur parla de Lucas, de sa situation, de son talent potentiel. À sa grande surprise, tous les 3 l'écoutèrent avec une attention sincère. « Il faudrait lui donner du matériel de qualité, » suggéra Thomas, « de vrais outils pour exprimer ce qu'il a en lui. Et peut-être l'emmener voir des expositions, » ajouta Élise, « lui montrer différents styles, l'inspirer. » Antoine, lui, resta pensif un moment. « Cette rencontre est intéressante, » dit-il finalement, « presque comme un écho à votre propre histoire. » Manon le regarda intrigué. « Comment ça ? » « Eh bien, tu croises par hasard un jeune en difficulté. Tu décèles en lui un potentiel. C'est un peu comme lorsque j'ai croisé ta route, non ?» Cette comparaison la frappa. Elle n'y avait pas pensé ainsi, mais Antoine avait raison. Il y avait une symétrie troublante dans ces 2 rencontres fortuites. La différence, intervint Thomas avec un sourire en coin, c'est que Manon n'est pas milliardaire et ne peut pas offrir un appartement et un emploi à ce garçon. Antoine rit, acceptant la taquinerie avec bonne grâce. Leur relation avait évolué au fil des ans vers une forme de respect mutuel teinté d'humour. « Non, mais la Fondation Valmont pourrait peut-être faire quelque chose, » suggéra-t-il. « Élise, tu as mentionné récemment que vous cherchiez à développer de nouveaux programmes pour les jeunes talents issus de milieux défavorisés, n'est-ce pas ?» Élise acquiesça, soudain intéressée. « Oui, nous avons un budget alloué, mais nous cherchons encore le bon angle d'approche. » « Et si, » poursuivit Antoine, s'animant progressivement, « nous créons un programme spécifique, pas seulement pour ce Lucas, mais pour des jeunes comme lui. Un programme qui allierait formation artistique et accompagnement social. » L'idée prit forme au fil du dîner. Élise proposerait le concept à la direction de la Fondation. Antoine fournirait un financement supplémentaire si nécessaire. Thomas, grâce à ses contacts dans le monde de l'édition, pourrait organiser des visites d'ateliers d'imprimerie, montrer l'aspect technique de la création artistique. Quant à Manon,
Elle serait le pont entre ces deux mondes, celui des institutions culturelles établies et celui des jeunes en rupture. On pourrait l'appeler Passerelle, suggéra-t-elle, partageant le nom qu'elle avait imaginé pour son logo. J'aime. Beaucoup, approuva Antoine. Simple, évocateur, positif. En rentrant chez eux ce soir-là, Manon sentait une excitation nouvelle l'envahir. Ce projet dépassait largement son atelier hebdomadaire. C'était quelque chose de plus grand, qui pourrait réellement faire une différence. Les semaines suivantes furent intenses. Entre ses études à Henri IV, sa relation naissante avec Guillaume et le développement du projet Passerelle, Manon jonglait avec un emploi du temps chargé. Mais cette effervescence lui plaisait. Pour la première fois, elle avait l'impression de créer quelque chose qui lui appartenait pleinement, qui n'était ni un héritage de ses parents adoptifs, ni un cadeau d'Antoine. Lucas continuait de venir à l'atelier. Sa méfiance initiale s'atténuait progressivement, remplacée par une forme de curiosité. Un jour, il accepta de rester après la séance pour discuter du projet Passerelle que Manon lui présenta prudemment. « Donc, résuma-t-il, après l'avoir écouté, ton père riche veut donner de l'argent pour que des jeunes comme moi puissent faire de l'art ?» Manon grimaça à cette formulation réductrice. « Ce n'est pas exactement ça. L'idée, c'est de créer un espace où des jeunes talentueux mais sans accès aux ressources habituelles pourraient développer leurs compétences, avec des mentors, du matériel professionnel, des visites culturelles. Et pourquoi il ferait ça, ton père ? La question était légitime. Manon réfléchit un instant avant de répondre. Parce qu'il croit au potentiel de chacun, que soit son origine. Et aussi parce que, disons qu'il a une dette envers la vie. Lucas la dévisagea, sceptique mais intrigué. On aurait besoin de quelqu'un comme toi pour nous aider à concevoir ce programme, poursuivit Manon. Quelqu'un qui comprend vraiment les besoins, qui peut nous dire ce qui fonctionnerait ou pas. Moi ? Lucas semblait sincèrement surpris. Tu veux que je vous aide à monter votre truc de riche pour aider les pauvres ? Manon soupira. Ce n'est pas notre truc de riche, c'est un projet qui pourrait aider des jeunes comme toi à exprimer leurs talents, à avoir des opportunités, à... Elle s'interrompit, cherchant les mots justes, à ne pas être définis, uniquement par leur code postal ou le compte en banque de leurs parents. Ces derniers mots semblèrent de toucher Lucas. Il resta silencieux un long moment, jouant distraitement avec un pinceau. « J'y réfléchirai, dit-il finalement. Une semaine plus tard, il revint avec une esquisse, sa vision du programme Passerelle. Pas seulement des ateliers d'art, mais aussi de la musique, de la danse, du théâtre, des espaces d'expression libre mêlés à un enseignement technique rigoureux, et surtout des expositions, des performances, des occasions de montrer leur travail au public. L'important, expliqua-t-il avec une passion qui surprit Manon, c'est qu'on ne soit pas juste des cas sociaux qu'on occupe pour qu'ils ne fassent pas de conneries. On est des artistes aussi. On a des choses à dire. Élise, qui assistait à cette présentation improvisée, était impressionnée. Lucas, c'est exactement ce dont nous avons besoin, cette vision venant de l'intérieur, pas imposée d'en haut. Le PAM, projet prit rapidement de l'ampleur. La Fondation Valmont accepta de financer un programme pilote d'1 an. Antoine mit à disposition un ancien atelier d'artistes lui appartenant dans le 11e arrondissement, un espace industriel reconverti idéal pour ce type d'activité. Thomas mobilisa ses contacts dans le monde culturel parisien pour obtenir des visites privées de musées, des rencontres avec des artistes, des dons de matériel. Et Manon, à seulement 16 ans, se retrouva co-directrice d'un projet social et artistique innovant, aux côtés de Sarah, l'éducatrice du centre social. Le jour de l'inauguration officielle de Passerelle, 3 mois après cette conversation initiale avec Lucas, l'ancien atelier bourdonnait d'activités. Des responsables culturels, des journalistes, des artistes, des travailleurs sociaux, et bien sûr les jeunes participants, une vingtaine au total, dont Lucas, étaient réunis pour découvrir le lieu et le concept. Antoine avait délibérément choisi de rester en retrait, laissant Manon et Sarah présenter le projet. Il se tenait au fond de la salle, aux côtés de Thomas et Élise, observant avec une fierté non dissimulée cette jeune fille qu'il avait retrouvée par hasard et qui, maintenant, créait son propre chemin. Bienvenue à tous à l'inauguration. Ça de Passerelle,
commença Manon, sa voix légèrement tremblante mais déterminée. Ce lieu est né d'une idée simple. L'art ne devrait pas être un privilège, mais un droit. Chaque jeune, quelle que soit son origine, devrait avoir la chance d'exprimer sa créativité, de développer son talent, de faire entendre sa voix. Elle expliqua le fonctionnement du programme, les différents ateliers proposés, les partenariats établis avec des institutions culturelles. Mais plutôt que de vous parler longuement de nos intentions, conclut-elle, je préfère laisser la parole à l'un des premiers participants de Passerelle, qui a contribué de manière essentielle à la conception même du projet. Lucas, tu veux bien nous rejoindre? Un murmure parcourut l'assistance lorsque Lucas s'avança. Avec son Jean usé, son sweat à capuche et son attitude réservée, il contrastait fortement avec l'élégance des invités officiels. Mais quand il commença à parler, sa sincérité et sa passion capturèrent immédiatement l'attention de tous. « Je ne vais pas vous raconter ma vie, » dit-il sans préambule. « Vous avez probablement déjà une idée de ce qu'elle est, foyer, centre fermé, galères diverses. Mais ce que vous ne savez pas, c'est ce que j'ai dans la tête, ce que j'ai envie de créer, ce que j'ai envie de dire au monde. » Il fit une pause, balayant la salle du regard. « Passerelle, c'est pas juste. Un endroit cool où on vient dessiner. C'est un lieu où on nous voit. Vraiment, pas comme des problèmes à résoudre ou des statistiques dans un rapport, mais comme des êtres humains avec du potentiel. Et ça, c'est rare. » Sa voix se brisa légèrement sur ce dernier mot, et Manon sentit son cœur se serrer. Elle croisa le regard d'Antoine au fond de la salle, qui hocha imperceptiblement la tête, un geste de reconnaissance, d'approbation, de gratitude même. Après les discours, les invités furent invités à découvrir les premières œuvres créées dans le cadre du programme. Les murs de l'atelier étaient déjà couverts de peintures, dessins, collages, photographies, une explosion de créativité brute et sincère. Un journaliste de Libération s'approcha de Manon, carnet à la main. « C'est un projet fascinant, » commenta-t-il, « particulièrement venant d'une jeune fille de votre âge. Qu'est-ce qui vous a inspiré ?» Manon réfléchit un instant. « Ma propre histoire, je suppose. J'ai eu la chance extraordinaire de découvrir, à l'âge de 12 ans, que j'avais un père biologique, qui pouvait m'offrir des opportunités incroyables. Mais cette chance est injuste, n'est-ce pas? Pourquoi certains naissent-ils avec tout, et d'autres avec si peu? » Le journaliste prenait des notes rapidement. « Et Antoine Valmont est ce père biologique, c'est bien ça, l'homme d'affaires. »« Oui, » confirma Manon, « mais ce projet n'est pas son projet. C'est le nôtre, celui des jeunes participants, de Sarah, des éducateurs, et le mien. Monsieur Valmont a fourni les moyens, mais la vision vient de nous. »« Une vision impressionnante, » approuva le journaliste. « Pensez-vous que ce modèle pourrait être répliqué ailleurs? C'est notre espoir. Si Passerelle fonctionne ici, pourquoi pas dans d'autres quartiers, d'autres villes? L'art a ce pouvoir transformateur universel. » L'article parut 3 jours plus tard, titré « Passerelle, quand l'héritière Valmont révolutionne l'accès à l'art ». Malgré ce titre accrocheur qui réduisait quelque peu la dimension collective du projet, le contenu était élogieux et mettait en lumière l'originalité de l'approche. D'autres médias s'intéressèrent bientôt à l'initiative. En quelques semaines, Passerelle devint un sujet de conversation dans le monde culturel parisien. Des représentants de la mairie de Paris prirent contact, intéressés par une possible extension du programme à d'autres arrondissements. Pour Lucas et les autres jeunes participants, cette soudaine visibilité était à double tranchant. D'un côté, ils étaient fiers de voir leur travail reconnu. De l'autre, certains se sentaient comme des spécimens observés par une élite curieuse. « Je déteste quand ils nous regardent comme si on était des animaux de zoo », confia Lucas à Manon un jour, après une visite particulièrement nombreuse. « Je comprends, » répondit-elle avec empathie. « Mais pense à l'impact. Grâce à cette visibilité, d'autres jeunes comme toi auront peut-être la même chance. » Lucas soupira. « Ouais, je sais, c'est juste. Bizarre. Toute ma vie, j'ai été invisible pour ces gens-là, et maintenant, soudain, ils me voient. Mais est-ce qu'ils me voient vraiment, ou juste l'idée qu'ils se font de moi ?» Cette question résonna profondément en Manon. N'avait-elle pas ressenti la même chose après l'irruption d'Antoine dans sa vie? Cette sensation d'être soudain visible dans un monde qui l'aurait ignoré autrement? « Je crois, dit-elle lentement, que c'est à nous de décider ce que nous voulons montrer, de définir nous-mêmes qui nous sommes,
au-delà des étiquettes qu'on nous colle. Lucas la considéra avec une nouvelle forme de respect. « T'es plutôt sage pour une fille de riche, tu sais ?» Elle rit. « Et toi, tu es plutôt philosophe pour un gamin des rues. » Cette plaisanterie partagée marqua un tournant dans leur relation. Une forme d'amitié improbable se développa entre eux, pas romantique, le cœur de Manon battait toujours pour Guillaume, mais fondée sur une compréhension mutuelle, un respect réciproque. 6 mois après son lancement, Passerelle avait déjà transformé des vies. Lucas avait été accepté dans une école d'arts appliqués grâce à un portfolio impressionnant développé dans le cadre du programme. D'autres jeunes avaient trouvé des stages, des formations, ou simplement une confiance en eux qu'ils n'auraient jamais cru possible. Le projet attira l'attention du ministère de la Culture, qui envisageait d'en faire un modèle national. Une délégation ministérielle devait visiter l'atelier, accompagnée de journalistes et de représentants d'institutions culturelles. À la veille de cette visite importante, Manon se rendit à l'atelier pour s'assurer que tout était prêt. En poussant la porte, elle trouva Lucas seul, travaillant sur une grande toile. « Qu'est-ce que tu fais encore là ?» demanda-t-elle, surprise. Il se retourna, visiblement fatigué, mais les yeux brillants d'excitation. « Je termine ça pour demain, c'est important. » Manon s'approcha pour examiner l'œuvre. C'était une peinture saisissante, un portrait collectif des jeunes de Passerelle, représenté dans un style qui mêlait réalisme et expressionnisme. Chaque visage racontait une histoire, chaque regard contenait un monde. « C'est magnifique !» murmura-t-elle, sincèrement impressionnée. « Je veux qu'ils voient ça demain », expliqua Lucas. « Pas seulement les œuvres individuelles, mais nous, ensemble, notre histoire collective. » Manon sentit les larmes lui monter aux yeux. Ce tableau représentait exactement ce qu'elle avait espéré créer avec Passerelle, un espace où chacun pouvait trouver sa voie tout en faisant partie d'un ensemble plus grand. « Tu sais, » dit Lucas en posant son pinceau, « quand tu m'as parlé de ce projet la première fois, je pensais que c'était juste un truc pour te donner bonne conscience. Ou pour faire plaisir à ton père riche. » Il fit une pause contemplant son œuvre. « Mais j'avais tort, tu y croyais vraiment, à ce truc de passerelles entre les mondes. Et maintenant, moi aussi, j'y crois. » Ces mots simples touchèrent Manon plus profondément que tous les articles élogieux ou les félicitations officielles. C'était la validation la plus sincère, venant de quelqu'un qui avait douté, qui avait résisté, et qui maintenant embrassait pleinement la vision qu'elle avait partagée. Le lendemain, la visite ministérielle fut un succès retentissant. Le tableau de Lucas occupait une place centrale dans l'exposition, captant immédiatement l'attention des visiteurs. Le ministre lui-même s'attarda longuement devant, visiblement ému. À la fin de la visite, il prit la parole devant l'Assemblée. « Ce que j'ai vu aujourd'hui, déclara-t-il, n'est pas seulement un projet artistique remarquable. C'est un modèle de ce que notre société devrait s'efforcer d'être, un lieu où le talent et la détermination peuvent transcender les barrières sociales, où chaque jeune a la possibilité de développer son potentiel. » Se tournant vers Manon, qui se tenait discrètement sur le côté avec Sarah, il ajouta « Mademoiselle Legrand-Valmont, vous avez créé quelque chose d'extraordinaire ici. Le ministère souhaiterait vous inviter, vous et une délégation de jeunes artistes de Passerelle, à présenter votre expérience lors de notre conférence annuelle sur la démocratisation culturelle le mois prochain. » Un murmure d'excitation parcourut l'assemblée. Lucas, debout près de son tableau, échangea un regard avec Manon, un mélange d'incrédulité et de fierté. « Ce serait un honneur, monsieur le ministre, » répondit Manon, la voix légèrement tremblante d'émotion. « Mais permettez-moi de corriger un détail. Je ne suis pas Legrand-Valmont, juste Legrand. Mes parents sont Thomas et Élise Legrand, qui m'ont élevé et m'ont donné les valeurs qui ont rendu ce projet possible. » Elle fit une pause, cherchant Antoine du regard. Il se tenait au fond de la salle, comme toujours, observant la scène avec une fierté évidente. « Monsieur Valmont est mon père biologique, et son soutien a été crucial. Mais Passerelle est avant tout le fruit d'un travail collectif. Celui de Sarah, des éducateurs, et surtout des jeunes artistes eux-mêmes. » Le ministre inclina la tête, acceptant cette correction avec respect. « Bien entendu, mademoiselle Legrand, la précision est importante, et votre modestie vous honore. » Après le départ des officiels, l'équipe de Passerelle se réunit pour célébrer ce succès. Champagne pour les adultes, jus de fruits pour les plus jeunes,
une ambiance de joie partagée. Antoine s'approcha de Manon, qui discutait avec Lucas et Sarah. « Je suis fier de toi », dit-il simplement. « Non pas parce que ce projet est un succès, mais parce que tu as su rester fidèle à toi-même. » Manon sourit, touchée par ce compliment. « J'ai appris de mes 3 parents, répondit-elle. La générosité de maman, l'intégrité de papa et ton sens des opportunités. » Antoine rit de bon cœur à cette dernière remarque. Un euphémisme charmant pour mon côté calculateur. Stratégique, corrigea Manon. Pas calculateur. Lucas les observait, fasciné par cette dynamique particulière. « C'est bizarre, commenta-t-il. Mais vous vous ressemblez vachement quand vous souriez. » Cette remarque innocente les fit tous deux éclater de rire. C'était vrai. Au-delà des gènes partagés, ils avaient développé au fil des années certains gestes, expressions, intonations similaires. La nature et l'éducation s'entrelaçaient de façon complexe et mystérieuse. Le soir même, Manon reçut un appel inattendu. C'était le rédacteur en chef d'un important magazine culturel qui souhaitait consacrer un article de fond à Passerelle et à son parcours personnel. « Nous aimerions vous inviter à notre gala annuel des innovateurs culturels », expliqua-t-il. « Votre projet a été sélectionné parmi les 10 initiatives les plus prometteuses de l'année. » Manon accepta, à la fois flattée et légèrement dépassée par cette reconnaissance soudaine. En raccrochant, elle réalisa à quel point sa vie avait changé, de la petite fille de Montmartre aux vêtements rapiécés à cette jeune femme invitée à des galas, interviewée par des journalistes, félicitée par des ministres. Mais au fond, était-elle vraiment différente? N'était-elle pas toujours cet enfant qui avait couru après un inconnu pour lui rendre son portefeuille, simplement parce que c'était la chose juste à faire? Ces réflexions l'accompagnèrent tandis qu'elle rentrait chez elle, traversant Paris dans le crépuscule doré d'une soirée de printemps. Son téléphone vibra à nouveau, un message de Guillaume cette fois, la félicitant pour le succès de la visite ministérielle. « Ma petite amie va devenir une célébrité », plaisantait-il. « N'oublie pas les petites gens quand tu seras en couverture de Paris Match. » Elle sourit, touchée par sa fierté évidente. Leur relation avait mûri ces derniers mois, devenant plus profonde, plus solide. Guillaume comprenait sa passion pour Passerelle, respectait son engagement, l'encourageait même. En arrivant à l'appartement familial, elle trouva Thomas et Élise en grande conversation avec un visiteur inattendu, Claire Dufresne, l'avocate. D'Antoine qui avait été présente lors de leur première rencontre 4 ans plus tôt. « Ah, Manon », l'accueillit Claire avec un sourire chaleureux. « Je parlais justement de toi avec tes parents. Félicitations pour le succès de ton projet. Antoine m'a tout raconté. »« Merci », répondit Manon, intriguée par cette visite impromptue. « Qu'est-ce qui vous amène ?» Claire échangea un regard avec Thomas et Élise, qui acquiescèrent légèrement. « J'ai une proposition à te faire, dit-elle. En fait, à vous faire, à tous les 3. Quelque chose qui pourrait donner une nouvelle dimension à Passerelle. » Claire. Dufresne posa délicatement sa tasse de thé sur la table basse et ouvrit l'élégante mallette en cuir qu'elle avait apportée. « Antoine a beaucoup réfléchi ces derniers temps, » commença-t-elle. « Le succès de Passerelle a dépassé toutes les attentes, et nous pensons qu'il est temps de pérenniser cette initiative. » Elle en sortit une chemise contenant des documents officiels et la tendit à Manon. « Voici les statuts préliminaires de la Fondation Le Grand Valmont pour l'égalité des chances. Une structure juridique indépendante dotée d'un capital initial de 20 millions d'euros, destinée à financer et développer des programmes comme Passerelle partout en France et peut-être au-delà. » Un silence stupéfait accueillit cette annonce. Manon ouvrit la chemise d'une main tremblante, parcourant des yeux les documents juridiques complexes. « 20 millions ?» articula finalement Thomas, comme si ces mots lui écorchaient la bouche. Claire acquiesça. Antoine estime que c'est un investissement nécessaire pour donner à la Fondation l'indépendance et la crédibilité dont elle aura besoin. Mais le plus important n'est pas là. Elle se tourna vers Manon. « Antoine souhaite que tu sois la présidente de cette fondation. Pas immédiatement, bien sûr. Tu es encore mineure et tu as tes études à terminer. Mais dès tes 18 ans, si tu le souhaites. En attendant, il propose que Thomas et Élise en assurent la coprésidence. » Élise laissa échapper une exclamation étouffée. « Nous ? Mais nous n'avons aucune expérience dans la gestion d'une fondation. »« C'est précisément pourquoi vous seriez parfait, » répondit Claire avec un sourire.
Vous n'êtes pas formaté par le monde des affaires ou de la philanthropie traditionnelle. Vous apporteriez une perspective unique, ancrée dans des valeurs authentiques. Elle se tourna vers Thomas. Antoine m'a souvent parlé de votre intégrité, de votre refus des compromis faciles. Ce sont exactement les qualités nécessaires pour diriger une telle fondation. Thomas, habituellement si prompt à la méfiance face aux propositions d'Antoine, semblait cette fois-ci sans voix. Il prit les documents que Manon lui tendait et les examina attentivement. « Et Antoine » demanda-t-il. Finalement, quel serait son rôle? Donateur et membre du conseil d'administration, sans pouvoir exécutif, expliqua Claire. Il souhaite financer cette fondation, mais pas la contrôler. C'est votre projet familial, pas le sien. Manon, qui était restée silencieuse, absorbant cette proposition extraordinaire, prit enfin la parole. « Pourquoi maintenant » demanda-t-elle doucement. Claire la regarda avec une expression indéchiffrable. « Je crois qu'Antoine vous expliquera lui-même ses motivations. Il vous attend demain soir pour dîner, si vous acceptez son invitation. » Après le départ de Claire, la famille Legrand resta longtemps dans le salon, discutant de cette proposition vertigineuse. L'idée même de gérer une fondation dotée de 20 millions d'euros semblait surréaliste. « C'est une responsabilité énorme », souligna Thomas, toujours pragmatique. « Gérer autant d'argent, prendre des décisions qui affecteront la vie de nombreuses personnes. » « Mais pense au bien qu'on pourrait faire, » répondit Élise, ses yeux brillants d'une excitation nouvelle. « Étendre passerelle à d'autres villes, créer de nouveaux programmes, toucher des centaines, peut-être des milliers de jeunes. » Manon observait ses parents, fascinés par leur évolution. 4 ans plus tôt, une telle proposition les aurait terrifiés, peut-être même offensés. Aujourd'hui, ils envisageaient sérieusement d'accepter, pas par appât du gain ou du pouvoir, mais parce qu'ils y voyaient une opportunité de faire une différence réelle. « Qu'en penses-tu, Manon » demanda finalement Thomas. « C'est ton projet, après tout. Passerelles au nez de ta vision. » Manon réfléchit un instant. « Je pense que c'est une opportunité extraordinaire. Mais je veux comprendre pourquoi Antoine fait ça maintenant. Pourquoi ?» Cette formalisation soudaine. Le lendemain soir, ils se rendirent de chez Antoine pour ce dîner qui s'annonçait crucial. Contrairement à son habitude, il ne cuisina pas lui-même, mais fit venir un traiteur. La table était dressée avec une élégance inhabituelle. Des bouquets de fleurs fraîches ornèrent l'appartement, et Antoine lui-même semblait particulièrement soigné, presque solennel. « Merci d'être venu », les accueillit-il avec une chaleur, redeintée de nervosité. « J'imagine que Claire vous a présenté mon projet de fondation. » Ils acquiescèrent, et bientôt la conversation tourna autour des détails pratiques, structure juridique, gouvernance, objectifs à court et long terme. Antoine répondait à leurs questions avec patience et précision, mais Manon sentait qu'il y avait autre chose, quelque chose qu'il ne disait pas encore. Ce n'est qu'au dessert qu'il aborda enfin le sujet qui semblait le préoccuper. « Il y a une raison particulière pour laquelle je souhaite créer cette fondation maintenant, » commença-t-il, sa voix soudain plus basse. « Une raison que je n'ai partagée avec personne, pas même avec Claire. » Il prit une profonde inspiration, comme pour se donner du courage. « J'ai reçu un diagnostic il y a 3 mois, un cancer du pancréas, déjà bien avancé. » Le choc fut tel que personne ne réagit immédiatement. Manon sentit un froid glacial l'envahir, comme si toute chaleur avait soudain quitté la pièce. « Les médecins parlent de quelques mois, peut-être 1 an avec les traitements, » poursuivit Antoine, son ton étonnamment calme contrastant avec la gravité de ses paroles. « Je ne vous dis pas cela pour vous attrister, mais parce que vous avez le droit de comprendre mes motivations. » Élise fut la première à retrouver sa voix. « Antoine, je suis tellement désolé. N'y a-t-il pas de traitement, d'alternative ? J'explore toutes les options, bien sûr, des essais cliniques aux États-Unis, des approches expérimentales. Mais je dois être réaliste, et surtout je dois mettre mes affaires en ordre. » Il se tourna vers Manon, dont les yeux s'étaient remplis de larmes silencieuses. « La fondation est une partie de cet ordre, une façon d'assurer que ce que nous avons commencé ensemble avec Passerelle continuera, quoi qu'il arrive. » Thomas, qui avait gardé le silence, tendit soudain la main à travers la table et saisit celle d'Antoine dans un geste spontané qui surprit tout le monde, y compris lui-même. « Nous serons là, » dit-il simplement, « pour la fondation et pour vous. » Ce « vous » formel
que Thomas avait toujours maintenue malgré les années, semblait soudain inadéquate face à la situation. Mais Antoine comprit l'émotion derrière ces mots mesurés. « Je sais, » répondit-il doucement, « et c'est pourquoi je peux envisager l'avenir avec sérénité, malgré tout. » Il se tourna vers Manon. « Tu sais, il y a des moments où la vie nous met face à nos erreurs passées et nous offre une chance de rédemption. Te retrouver a été cette chance pour moi, voir la jeune femme extraordinaire que tu es devenue, participer même modestement à ton parcours. C'est le plus grand privilège de ma vie. » Manon ne put retenir ses larmes plus longtemps. Elle se leva et, pour la première fois de leur relation, enlaça spontanément Antoine. Il sembla d'abord surpris, puis l'étreignit en retour, une émotion profonde inscrite sur son visage habituellement composé. « Ce n'est pas juste, » murmura-t-elle. « On venait juste de devenir une vraie famille. »« La vie rarement l'est, » répondit-il doucement. « Mais nous avons eu ces années ensemble, et elles ont été précieuses au-delà des mots. » Les semaines suivantes furent intenses. La création de la Fondation Le Grand Valmont fut accélérée. Les statuts finalisés, l'équipe constituée. Antoine, malgré sa fatigue croissante, participait activement aux réunions préparatoires. Thomas et Élise s'investissaient pleinement, apprenant les complexités de la gestion philanthropique avec une détermination qui forçait l'admiration. Quant à Manon, elle jonglait entre ses études, le développement de passerelles et le temps précieux passé avec Antoine. Ces moments ensemble avaient pris une nouvelle dimension. Chaque conversation, chaque sortie au musée, chaque dîner partagé étant désormais empreint d'une conscience aiguë de leur finitude. Un jour de juillet, alors que Paris suffoquait sous une canicule inhabituelle, Antoine proposa une sortie surprise à Manon. « Habille-toi confortablement, » lui dit-il au téléphone. « Je passe te prendre dans 1 heure. » Quand la limousine s'arrêta devant le petit aéroport du Bourget, Manon comprit qu'il ne s'agissait pas d'une excursion ordinaire. Un jet privé les attendait sur le tarmac. « Où allons-nous » demanda-t-elle intriguée. « À Étretat » répondit simplement Antoine. « Il est temps que tu vois ce lieu qui a tant compté pour Juliette et moi. » Le vol fut court, suivi d'un trajet en voiture le long de la côte normande. Lorsqu'ils arrivèrent enfin face aux célèbres falaises d'Étretat, Manon resta sans voix. La réalité dépassait les tableaux de Monet, les photographies, les descriptions. Ces arches naturelles de craie blanche plongeant dans une mer d'un bleu profond semblaient appartenir à un autre monde. « C'est ici que j'ai compris que j'aimais. »« Juliette, » raconta Antoine alors qu'il marchait lentement sur la plage de Galets. Elle était debout juste là, le vent dans ses cheveux, émerveillée comme une enfant. Et j'ai su que ma vie ne serait plus jamais la même. Manon écoutait, absorbant chaque mot, chaque détail. Ces histoires étaient des trésors, des fragments, de sa propre origine qu'elle chérissait. Le Monet que je t'ai offert a été peint de ce point précis, poursuivit Antoine en désignant un endroit sur la falaise. Il a capturé exactement cette lumière, cette atmosphère. Ils s'assirent sur un banc face à la mer, contemplant l'horizon en silence pendant un long moment. « La fondation sera officiellement lancée la semaine prochaine, » dit finalement Antoine. « J'aimerais que tu prennes la parole lors de la cérémonie. » Manon le regarda, surprise. « Moi, mais c'est toi qui devrais... »« Ce sera ton héritage autant que le mien, » l'interrompit-il doucement. « Peut-être même plus le tien. Je veux que le monde sache que cette fondation n'est pas juste le geste d'un homme riche qui cherche à apaiser sa conscience, mais le résultat d'une histoire humaine, d'une rencontre improbable, d'un acte d'honnêteté d'une enfant de 12 ans. Manon acquiesça, comprenant la symbolique de cette demande. « D'accord, je le ferai. » Le jour du lancement officiel de la Fondation Le Grand Valmont, l'auditorium de la Fondation Valmont pour la culture était comble. Représentants du gouvernement, journalistes, figures du monde culturel et social, mais aussi jeunes participants de passerelles, tous étaient réunis pour cet événement qui faisait déjà la une des médias. Sur l'estrade, Thomas et Élise, en tant que coprésidents, avaient présenté les objectifs et la vision de la Fondation. Antoine, visiblement affaibli mais déterminé, avait ensuite expliqué ses motivations personnelles, sans mentionner sa maladie. Puis vint le tour de Manon. À 17 ans, vêtue d'une simple robe bleue, elle s'avança vers le micro avec une assurance tranquille qui impressionna l'assistance. « Il y a 5 ans, commença-t-elle, j'étais une petite fille ordinaire de Montmartre qui a fait ce que ma grand-mère m'avait toujours enseigné, être honnête,
même quand personne ne regarde. Ce simple geste, rendre un portefeuille perdu, a changé ma vie d'une façon que je n'aurais jamais pu imaginer. Elle fit une pause, balayant la salle du regard. Mais ce n'est pas mon histoire personnelle qui importe aujourd'hui, c'est ce qu'elle représente. L'idée que nos vies peuvent basculer en un instant, pour le meilleur ou pour le pire, souvent en fonction de circonstances que nous ne contrôlons pas. Naître dans une famille aimante ou brisée, grandir dans l'abondance ou la précarité, rencontrer la bonne personne au bon moment, ou passer à côté d'opportunités cruciales. Sa voix se raffermit. La Fondation Le Grand Valmont existe pour équilibrer ses chances, pour créer des passerelles entre des mondes qui s'ignorent trop souvent, pour permettre à chaque jeune, quel que soit son point de départ, de développer ses talents et de réaliser son potentiel. Elle se tourna vers Antoine, assis au premier rang. Leurs regards se croisèrent, chargés d'une émotion que les mots ne pouvaient exprimer. Cette fondation est née d'une histoire familiale peu conventionnelle. 3 parents qui ont appris à dépasser leurs différences pour le bien d'une enfant, qui ont compris que la famille n'est pas définie par le sang ou les conventions, mais par l'amour et le respect mutuel. C'est cet esprit que nous voulons insuffler à chacun de nos projets. Les applaudissements qui suivirent son discours semblèrent ne jamais vouloir s'arrêter. Dans le brouhaha, elle rejoignit ses 3 parents sur l'estrade, et ensemble, ils coupèrent symboliquement le ruban inaugural de la Fondation. Un photographe immortalisa ce moment. Manon, au centre, entourée de Thomas, Élise et Antoine, tous 4 unis dans un projet commun qui dépassait largement leur personne. Cette photographie ferait le tour des médias le lendemain, symbolisant une nouvelle forme de philanthropie, plus personnelle, plus authentique. Mais pour Manon, elle représentait simplement sa famille, imparfaite, inattendue, extraordinaire. 3 mois plus tard, par une douce journée d'automne, Manon se tenait devant la tombe fraîchement fleurie de son père biologique. Antoine s'était éteint paisiblement, entouré de ceux qu'il aimait, Manon, Thomas, Élise et quelques amis proches. Il a vécu ces derniers mois pleinement, dit doucement Élise, debout à côté de sa fille. Sans regret. Thomas acquiesça. Et il a transformé une erreur de jeunesse en quelque chose de beau. Peu d'hommes peuvent en dire autant. Manon déposa un petit carnet de croquis sur la tombe, ses dessins d'étretat, réalisés lors de leur dernière visite ensemble. Il m'a dit une fois que l'honnêteté était la forme la plus puissante de transformation du monde, murmura-t-elle. Je ne comprenais pas vraiment ce qu'il voulait dire à l'époque. Maintenant, je crois que je commence à saisir. La Fondation Le Grand Valmont prospéra sous la direction conjointe de Thomas et Élise, puis de Manon lorsqu'elle atteignit sa majorité. Passerelles devint un modèle étudié et répliqué internationalement. Lucas, devenu un artiste reconnu, revint comme mentor pour les nouvelles générations de jeunes talents. Et Manon, fidèle à sa promesse, continua de construire des ponts entre les mondes, transformant une rencontre fortuite en un héritage durable qui changerait des milliers de vies. Car elle avait compris que rendre ce portefeuille, ce jour-là, n'avait pas seulement été le geste juste. C'était le début de tout.